Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire EN3S donc sur l'usage des outils au service de la dynamique managériale. Donc on commence avec une toute petite minute de retard, mais on commence quasiment à l'heure. Donc je me présente, Amélie Mancebo, donc je suis nouvelle responsable de projet formation au sein de l'EN3S. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Céline Michel, notre intervenante du jour, pour ce petit webinaire qui va durer donc de 14h à 15h30. Céline, si tu veux te présenter. Ok. Bonjour à tous, Céline Michel, je suis directrice associée du cabinet IFM Fonction 2. J'ai pour la particularité de bien connaître l'institution pour en avoir fait partie il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et puis 10 ans que je l'accompagne en tant qu'intervenante extérieure. Donc je connais plutôt bien votre environnement et la question aussi qui nous intéresse aujourd'hui, l'usage des outils au service de mon rôle de manager. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Alors concrètement, moi, voilà, vous savez qui on est, Amélie et moi. Par contre, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et ça, c'est important pour moi pour pouvoir démarrer. Donc, Amélie, finalement, qui est-je en face de moi? Raconte-moi. Alors, donc, on va avoir un petit organigramme voilà, qui s'affiche, qui nous montre un petit peu donc, les personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, on a beaucoup de personnes de la branche maladie, toujours très présentes sur ces sujets. Beaucoup de personnes également de la branche famille, branche recouvrement. Des personnes aussi de la branche retraite et vieillesse. Des régimes aussi hors régime général. Et puis, quelques représentants de CNSA. Voilà, donc bienvenue à tous en tout cas pour ce petit webinaire. Voilà, donc la branche maladie qui est en force aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, je comprends leur présence plus importante. Alors, au niveau des outils collaboratifs, simplement aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'usage des outils. Je vais particulièrement parler quand même des outils qui sont partagés par plus de branches, c'est-à-dire aussi la suite Office 365. Ça n'empêche pas que je ferai le lien avec ce qui existe dans l'IAM. Alors, je n'ai pas la maîtrise de l'IAM parce que je ne suis pas de l'assurance maladie. Par contre, je sais ce qui existe et qui peut faire le rapport. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi intéressant, puisqu'on fait les croisements. Mais le but, c'est quand utiliser l'outil plus que les pratiques de l'outil en tant que tel. Donc, vraiment, on va essayer de répondre à tous les enjeux, j'allais dire, de l'ensemble des participants, et notamment de l'assurance maladie, qui est dotée d'autres outils que les outils collaboratifs que peuvent avoir les autres branches de la sécurité sociale. Alors, c'est pour ça aussi, on n'a qu'une heure et demie pour traiter un sujet qui est quand même important, puisque vous avez vu que dans les objectifs du programme, on a à la fois l'usage des outils dans la dimension j'allais dire, de son efficacité personnelle. On a également la dimension de l'outil dans comment assurer le pilotage, la dynamique de l'équipe, le maintien et la cohésion, et également aussi sur la dimension de savoir animer une réunion d'équipe ou une prise de parole à distance, et même j'aurais presque envie de dire en mode hybride. Donc là, il y a 4 sujets qui sont quand même assez forts, qui sont intenses. Et moi, j'ai besoin de savoir, dans l'heure et demie que j'ai avec vous, là où je dois faire le focus plus particulier. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose d'interagir avec moi dès maintenant. Donc, vous avez dans le petit onglet questionnaire, donc je ne sais pas si vous avez tous vu, sur l'usage de Teams Events, vous avez questions et réponses. Et dans questions et réponses, vous avez un petit lien Woodclap qui a été positionné par Amélie. Il suffit simplement de cliquer dessus pour pouvoir y répondre. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir le faire. Alors, je ne le vois pas, Amélie, tu l'as mis? Donc, vous retrouvez le lien, j'ai mis le lien Wooclap avec le petit lien, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez répondre et ensuite valider votre réponse. Vous pourrez également passer par ce petit outil pour poser vos questions tout au long du webinaire et on essaiera de répondre en tout cas aux réponses, aux questions au fur et à mesure. Si vous voyez des questions au passage qui vous intéressent ou que vous voulez faire remonter, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la question qui vous intéresse. Comme ça, elle remontera dans le chat et puis elle aura peut-être plus de possibilités d'être pris en compte par notre intervenante Céline Michel. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le petit lien Wooclap et répondre au petit sondage. Donc, quelles sont vos attentes pour aujourd'hui, principalement? Quelle est votre principale attente? Alors, ça vote. J'ai les résultats qui commencent à monter, mais comme vous êtes nombreux,
faut que toutes les réponses puissent arriver, mais d'ores et déjà, ce qui ressort le plus, il y a à la fois la question sur le maintien du lien, de la cohésion au sein de son outil. Je crois que c'est un problème qui est partagé. Également toute la dimension sur renforcer son efficacité. Alors, je vous montre simplement voilà, les résultats du sondage rapidement, parce que vous êtes en train d'y répondre tous en même temps. Donc, on voit que la question de l'animation de réunion n'est finalement plus trop un sujet pour vous. C'est plutôt, on va dire, les 3 premiers. On est en focus sur le maintien du lien. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vais essayer d'orienter vraiment ça là-dessus. Et sur la partie animation de réunion, écoutez, on traitera en second point. Je voudrais juste quelques trucs et astuces peut-être pour pouvoir le gérer. Mais en tout cas, je vois que les votes encore arrivent, donc on va laisser les votes ouverts et puis on fera le suivi de ça. En tout cas, merci de votre réponse. Ça me permet, moi, en tout cas, de pouvoir situer là où je dois focaliser. Donc, vous avez compris qu'on va travailler plus particulièrement sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle d'usage des outils, quel est le contexte actuel. Donc on va avoir une partie quand même sur le côté efficacité personnelle, parce qu'entre on parle de la gestion du lien social et de la cohésion, ça passe avant tout par une propre gestion de son emploi du temps et de celui de ses collaborateurs. Parce que les liens de cohésion en mode hybride à distance doivent être organisés, structurés à minima, puisqu'on a plus cette capacité, j'allais dire, de pouvoir échanger dans le couloir ou entre 2 réunions. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'il va falloir structurer au maximum. Ensuite, on va beaucoup parler du pilotage d'animation d'une équipe à distance, notamment à travers l'outil Teams, mais encore une fois, je ferai le lien aussi avec le Liam, et notamment la question de tout ce qui est lien et cohésion qu'on peut utiliser à travers les outils collaboratifs, qu'aujourd'hui, de toute façon, vos temps de cohésion se font certes en présentiel quand vous avez la possibilité de ramener tout le monde en présentiel, mais la cohésion doit se faire également en mode hybride ou à distance. Et puis, il y a une partie sur l'animation de réunion, donc du coup, je prendrai moins de temps là-dessus pour plutôt développer les 2 autres sujets qui étaient prévus, mais en tout cas, on va s'ajuster le mieux possible par rapport à vos attentes. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet et simplement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les outils deviennent un sujet important? Bien sûr, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi une dimension qui était bien avant la crise sanitaire, c'est la question de l'impact intergénérationnel. Aujourd'hui, dans les organismes, vous avez toutes les générations de représentés avec une appétence à l'outil qui est très différente, mais avec une volonté commune, j'allais dire, d'avoir un sens au travail, d'avoir du lien et de participer à une aventure. La seule chose, c'est que le côté usage des outils, quand on est baby boomer ou quand on est X comme moi, on n'est pas né avec les outils collaboratifs, quoi. Donc, on est là avec l'email, on est là avec le courrier, avec les textos, mais on n'est pas né avec le Facebook, avec les réseaux sociaux, avec FaceTime, avec Messenger, avec tous ces réseaux sociaux dont les générations YZ sont très aguerries. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant fin 2022, quasiment 1 collaborateur sur 2 en entreprise en France aujourd'hui sera de cette génération-là. Donc des gens qui ont plutôt l'habitude de travailler avec ces outils-là. Alors quand je dis habitude, c'est plutôt en termes d'usage, d'utilisation à titre personnel, voire professionnel, mais il y a aussi les usages professionnels dans ma pratique managériale que, quelle que soit la génération, on n'a pas forcément. Donc, c'est important de travailler là-dessus et de voir qu'il y a aussi une appétence à l'outil. Donc, l'appétence pour aller à l'outil, quelle que soit la génération, passe par l'intérêt. Quel est l'intérêt de passer par tel outil par rapport à un autre outil? Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Donc, c'est vrai que l'outil pour l'outil n'a pas d'intérêt. L'outil pour une pratique et un usage est vraiment la clé de réussite de partager avec vos équipes. Puisqu'aujourd'hui, vous avez aussi des fois de la fracture numérique dans vos collaborateurs. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez des collaborateurs qui sont très éloignés. Je crois qu'il y a eu un bilan qui a été fait dans beaucoup de branches avec justement, vous savez, le parcours PIX, d'ailleurs que certains étudiants font aujourd'hui au collège ou au lycée. Et on voit que certains collaborateurs aujourd'hui, sur les usages typiques d'un pack office, sont pas toujours très à l'aise. Donc, dans l'usage multiple des différents canaux de communication qui peuvent exister, ça nécessite quelque part de donner une clé d'entrée pour qu'ils y aillent beaucoup plus facilement et peut-être même à commencer par vous. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat qui a été fait, c'est qu'il y a un fort développement du télétravail, bien sûr induit par la crise sanitaire, mais c'est surtout, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'en France, 31% des salariés pratiquent le travail à distance, ce qui est quand même assez important. Alors, notamment la sécurité sociale, je pense que c'est beaucoup plus que 31%. Mais pour l'instant, je n'ai pas les chiffres de Lucans, donc je n'ai pas pu vous les donner. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, 3,6 jours de télétravail. Donc forcément, par rapport à 2019, où on était à 1,6, on a quasiment doublé le temps de télétravail moyen d'un collaborateur. On est sorti d'une période où certains étaient à 5 jours par semaine. Vous avez des accords de télétravail qui se situent entre 1 et 3 jours, et le 3 jours n'est pas rare dans les organismes de sécurité sociale. Donc ça implique quand même des modes de fonctionnement très différents, où la digitalisation de la relation devient presque essentielle
parce que sinon on va perdre des gens et le risque c'est un isolement qui peut être fort pour certains de vos collaborateurs. Il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est-à-dire que la plupart des télétravailleurs se disent satisfaits de cette situation de télétravail. C'est-à-dire 7,2, c'est une note qui est honorable, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait satisfaits, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui éprouvent un vrai plaisir à travailler en situation de télétravail. Et d'ailleurs, plus de la moitié des travailleurs disent qu'ils sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus efficaces en situation de télétravail que si c'était sur leur lieu de travail. Ça, c'est la première chose. Par contre, il faut avoir en tête que 39% des télétravailleurs trouvent qu'il y a de la difficulté à faire avancer les projets ou avancer les activités dans cette situation de travail à distance. Donc, ça veut dire que comment devons-nous recréer les conditions pratiquement du présentiel pour permettre aux gens à la fois de s'enrichir, de se développer, de faire avancer les projets et d'entretenir une relation suffisamment saine par rapport à l'équipe et par rapport au collectif. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment pour moi un enjeu et c'est le défi qui devrait être relevé par les managers aujourd'hui des entreprises et d'organismes de sécurité sociale. Après, au niveau de l'impact de la crise sanitaire dans les organismes de sécurité sociale, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manière aujourd'hui de télétravailler qui est différente. Il y a une manière de collaborer qui est différente puisqu'on passe au mode hybride. Mais pour autant, de ce que j'ai pu observer depuis à peu près un an, il y a quand même des pertes de repères qui se font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés d'organisation, de collaboration et de fonctionnement. Et sur la question de la gestion des priorités, sur des procédures quotidiennes, tout n'est pas encore résolu. Donc, il y a un gros travail encore à faire dans certains organismes de créer des repères qui permettent à le collaborateur d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus en responsabilité. Et ça induit aussi un changement de posture managériale puisque c'est faire un management différent. Ça veut dire aussi qu'il y a un grand enjeu de convivialité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a souffert d'un certain isolement. De toute façon, c'est le grand enjeu. D'ailleurs, on voit dans vos résultats que votre attente particulière, c'est comment maintenir le lien et la cohésion dans l'équipe. Vous avez des gens qui ne voulaient absolument pas partir en télétravail en mars 2020, qui aujourd'hui ne veulent absolument pas revenir. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire comment on va travailler la relation à l'équipe pour éviter qu'il y ait un décrochage à la fois au niveau du travail, mais aussi un décrochage au niveau du collectif de travail. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je crois qu'il y a un nouveau enjeu qui n'est pas, excusez-moi, de ce question d'équilibre pro perso, mais c'est comment préserver ce besoin d'équilibre qui aujourd'hui a été déjà grandissant avec la crise Covid, mais là encore plus aujourd'hui avec un retour à la normale. C'est-à-dire comment je garantis ce besoin d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso, à la fois pour moi, mais aussi pour mes équipes. Parce que ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit travailler. C'est pour ça que parler d'abord de soi, de la manière dont on organise le travail des équipes, est un moyen derrière de travailler sur le lien. Alors, concrètement, excusez-moi, quel est votre défi managérial que vous devez relever? Pour moi, il faut absolument que vous développez l'organisation et la planification de votre activité, à commencer par vous. Un manager qui est bien organisé, un manager qui, excusez-moi, qui se manage lui-même sera un meilleur manager pour les autres, ça c'est la première chose. Et c'est aussi comment voir l'outil, et là on va plutôt parler de la question de Outlook, parce qu'Outlook est un super outil de gestion du temps pour soi, mais vous allez voir qu'Outlook est aussi un outil qui permet d'agréger pas mal d'applicatifs qui peut exister dans l'offre Office ou dans lesquels on peut faire des liens avec, avec Trello par exemple, qui est utilisé je crois dans l'assurance maladie. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes sur lesquelles on peut vraiment tout agréger dans cet outil qui est Outlook. Et puis il y a une dimension comment on manage et on pilote l'équipe en mode hybride et comment on maintient le lien professionnel et social entre tous, entre les liens formels sur les activités et les projets, les liens informels, c'est-à-dire la machine à café virtuelle ou le retour à la machine à café, mais en tout cas le lien social qui permet qu'on puisse faire interagir les uns avec les autres sans forcément aussi que je sois présente en tant que manager. Je ne dois pas non plus tout agréger, mais en tout cas je dois pouvoir l'impulser. Et puis la dimension du lien collectif et du lien individualisé. Et pendant la crise Covid, on a fait beaucoup de collectifs pour avoir cette dimension de cohésion. On va encore faire beaucoup au retour, mais n'oubliez jamais cette importance de ce lien individualisé où l'individu doit reconnaître sa place et sa contribution dans un collectif. Et que des fois, dans le collectif, l'individu ne s'y retrouve pas. Donc, il va falloir apporter une réponse vraiment double, à la fois collective, à la fois individuelle. Alors, concrètement, si je fais un résumé pour moi aujourd'hui de quelles sont vos responsabilités de manager. Un manager, manager, ça veut dire communiquer. Ça veut dire coordonner l'activité. Ça veut dire faire coopérer des collaborateurs et coopérer d'ailleurs lui-même dans son équipe de pairs, voire dans sa ligne hiérarchique. Et puis, c'est aussi de la coproduction
sur des éléments à partager avec des collaborateurs, avec des pairs. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire dans la dimension de communication, de coopération, c'est donner du sens, faire des redescentes d'infocodir, communiquer sur la vie de l'organisme, relier les différents projets des différents services, informer sur le sujet de l'activité. C'est toute l'action de communication qui est nécessaire pour donner du sens aux décisions ou donner en tout cas la gestion des priorités. Ça, c'est un élément qui est pour moi essentiel. Vous avez une autre dimension, dans la dimension de la coordination, c'est comment je vais animer l'équipe, comment je vais piloter l'activité, comment je vais suivre les échéances et comment je vais développer la culture du retour de l'information. Parce qu'à un moment donné, quand on coordonne, il faut de la remontée d'informations. Et là, c'est une première réponse, là, vous voyez, au lien social. C'est la remontée d'informations qui n'est pas, j'allais dire, comment passer d'une culture de rendre des comptes à rendre compte. C'est-à-dire comment on passe d'une posture de supervision et de contrôle à une posture où la personne est aussi en responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Comment on va développer ça? C'est un élément et l'outil peut vous aider. Il y a la dimension aussi de coordination dans le sens de la planification de vos propres tâches, mais aussi de celle de vos équipes. Comment je vais gérer mon organisation personnelle et comment je vais m'organiser aussi pour produire à mon niveau et comment je vais m'organiser pour voir comment avance l'activité de mes collaborateurs. Et puis, il y a une dimension aussi, en tant que manager, vous devez aussi coopérer, vous devez aussi coproduire, c'est-à-dire vous conduisez des projets, vous faites faire les choses, vous contribuez à l'activité. En fonction du niveau hiérarchique que vous appartenez, vous avez aussi une fonction opérationnelle, une fonction d'expertise qui nécessite de la production propre. Et puis, il y avait aussi un élément qui est important, notamment aujourd'hui pour la sécurité sociale, c'est cette question de favoriser une transversalité. C'est aussi de développer un fort d'esprit d'équipe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est pour moi, c'est toutes vos responsabilités de manager que j'ai résumées en quelques lignes. Mais du coup, comment l'outil, si vous voulez, va m'aider à répondre à ces missions-là? C'est-à-dire, quel est le bon support que je dois utiliser? Alors, au niveau des bons supports, on va revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des branches ont accès à l'offre 365. L'assurance maladie à l'IAM, mais je ferai le rapport avec l'IAM. Sur le fait de communiquer efficacement sur le donner du sens, la gestion des priorités, sur le fait d'éclairer ce qui se passe, sur de l'information institutionnelle. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le Yammer. Le Yammer, c'est vraiment un outil, un réseau social d'entreprise qui permet de pouvoir communiquer sur des éléments institutionnels forts, sur de la descente d'informations qui ne nécessite pas forcément un échange, vous voyez. Donc, je sais que dans le YAM, exactement la même chose, donc vous ne serez pas perdu l'assurance maladie. Mais il y a aussi le communiquer efficacement dans la dimension de la gestion de l'équipe ou de la coordination qui fait qu'on a besoin d'Outlook ou on peut avoir besoin de Teams. Dans l'IAM, vous avez des petites communautés de travail, des espaces de travail qui peuvent être créés. Donc, c'est le même principe. La seule chose, c'est que dans l'IAM, il va falloir agréger d'autres petits modules que Teams agrège tout. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Sur l'organisation des réunions et la gestion des réunions, aujourd'hui, vous avez Teams. Vous avez un OneNote qui peut vous aider sur la prise de décision, relevé de décision. Dans l'IAM, écoutez, vous avez la possibilité de faire du partage de support pour faire de la coproduction. Donc, peut-être que ce n'est pas un OneNote, mais il y a forcément autre chose qui existe. Vous n'avez pas Teams, mais vous avez Zoom. Sur le partage de l'information, nous avons toute la dimension des supports comme OneDrive, Yammer ou un SharePoint. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que SharePoint est juste un support de stockage qu'on peut avoir entre différentes personnes d'un collectif de travail. Le OneDrive, c'est son espace personnel de stockage, mais ça n'empêche pas que je peux partager avec une ou deux personnes de l'information à partir de mon espace personnel. Quand on veut échanger avec beaucoup plus de personnes, on va plutôt utiliser le SharePoint. Le Yammer, il peut être un vecteur de partage d'informations à grande masse. Maintenant, si je veux partager, travailler, collaborer autour d'un code document, on va plutôt utiliser le Teams dans le 365. Je crois que dans l'IAM, il y a des comités de travail qui le permettent aussi. Et ce qui veut dire qu'on va plutôt collaborer soit autour d'Outlook, soit autour d'un SharePoint, soit autour de Teams et OneNote. SharePoint étant un support de stockage, Outlook un support de communication, Teams un support de communication. La seule chose, c'est que s'il y a beaucoup d'interactions qui nécessitent des ping-pong d'aller-retour entre les différents participants, il faut peut-être se dire que le bon support, c'est Teams et non pas un Outlook adossé à un SharePoint. Vous voyez? Donc ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et puis, la dimension de la coproduction, où on a besoin d'un support, j'allais dire, de stockage. Donc, un SharePoint, un OneDrive, une Teams peut adosser un SharePoint derrière, puisque derrière un stockage de fichiers dans Teams, il y a un SharePoint associé à la Teams. Et bien là, c'est un espace de lieu de stockage qui va favoriser la coproduction. Donc, on peut coproduire, et c'est exactement la même chose dans l'IAM, avec n'importe quel outil de la suite Office, même si à l'assurance maladie, vous êtes sur les suites en accès libre, mais vous pouvez collaborer exactement de la même manière.
Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, c'est finalement quels sont les outils que je peux utiliser. Sur la planification des tâches, vous allez voir, on va beaucoup parler d'Outlook parce qu'Outlook, c'est un outil de gestion du temps avant d'être un outil de gestion de messagerie. Et ça, on oublie de le dire. Et qu'aujourd'hui, vous avez également les planners. Et vous verrez que les planners, je vous conseillerais plutôt de l'utiliser dans la dimension de l'équipe plutôt que la dimension de tâches pour vous-même. Parce que je vais vous montrer comment on peut l'utiliser en tâches pour vous-même dans Outlook. Donc là, concrètement, voilà. Avoir cette image de quels sont les outils qui peuvent être utiles dans n'importe quelle action managériale que vous devez mener au quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder le focus d'abord sur vous. Alors, quand je dis d'abord sur vous, c'est ce que moi j'appelle finalement s'organiser malin avec Outlook. Aujourd'hui, quand on parle des clés vie pro, vie perso, la gestion du temps est une première clé. Plus on est organisé, plus on sera efficace, moins on aura de temps de débord dans une journée. Dites-vous qu'aujourd'hui, on passe près de 25% à rechercher de l'information. 25% de son temps de travail, ce qui représente, excusez-moi, quasiment une journée par semaine. Ce qui veut dire que vous perdez une journée à rechercher l'information. Donc, il y a une dimension qu'il faut la dompter. Il faut dompter cette recherche d'information. Cette recherche d'information, aujourd'hui, elle passe par différents vecteurs, à commencer par Outlook. Elle passe également par les Yammer, par les Liam, par les Teams, par tout autre support collaboratif. Donc, à un moment donné, le flux mail est aussi très important pour pouvoir le dompter. Donc, si vous aussi, vous pressez la moindre goutte d'énergie tous les jours pour autant avoir l'impression de ne pas aller jusqu'au bout et ne pas faire tout ce que vous deviez faire et que les choses n'avancent pas aussi ce que vous voulez. Si vous aussi, votre journée, vous manquez cruellement de temps et que vous dites « Non, mais là, il est temps que j'arrête parce qu'il est nuit ». Et si vous aussi, vous dites « Il est temps que je m'organise, que je suis en train de m'éparpiller, que je manque de discernement et je suis en train de mettre dans le rouge et de mettre dans le rouge l'équipe », eh bien, regardons comment les outils peuvent vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair. Mais comme toute chose, l'outil ne fait pas des miracles. C'est-à-dire que l'outil peut nous aider, mais l'outil doit être bien structuré pour nous permettre de pouvoir clarifier comment on doit s'organiser, comment on doit le gérer. Et ça, c'est vraiment important. Je vous lis parce qu'on l'a tous vécu, cette situation de surcharge, un sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu'on avait prévu de faire, d'avoir fait d'ailleurs tout, sauf ce qui était vraiment important pour soi. Ça, on l'a tous vécu, ce qui est générateur de stress pour soi et pour les autres. Donc, c'est vraiment important de se dire non, il faut que je me recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est quoi ? On a beaucoup parlé en termes de gestion du temps, par exemple, sur la question de ce qui était important, urgent. La matrice Eisenhower, tout le monde la connaît. Hein. Si c'est important, urgent, il faut le faire tout de suite. Si c'est pas important, pas important, pas urgent, on ne le fait pas. Si c'est important, mais que c'est pas urgent, on le planifie. Mais à aucun moment, on a défini ce qui était l'important pour soi. C'est pour ça que, si vous voulez, quand on va parler d'outils, il faut parler d'abord de structure. Comment on va structurer l'outil pour qu'il soit une aide à ma décision. Et ça, je crois que c'est essentiel. Vous allez m'entendre le dire beaucoup dans ce webinaire. C'est vraiment, il faut structurer l'outil pour qu'il puisse vous aider à gérer au mieux votre activité. Donc, quand on parle de la gestion du temps, de la gestion de l'information, quand on parle de l'usage de l'outil comme Outlook, qui est aujourd'hui pas utilisé à 100% de ses capacités dans la conduite quotidienne, eh bien, il faut se poser la question déjà de quelle est ma structure d'activité. Alors, quand je parle de structure d'activité, excusez-moi, qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien pour que cela fonctionne? Et pour savoir ça, à un moment donné, il faut s'interroger, quelle est ma mission? Quel est le sens? Quel est le sens de mon travail? Qu'est-ce que je dois garantir pour l'organisme? Quel est le sens de ma mission? Quelles sont mes missions? Parce que des fois, je peux en avoir plusieurs. Des fois, je suis pilote. Des fois, je suis référent truc MUCH. Des fois, j'ai des activités qui sont locales, des activités qui sont régionales. Des fois, j'ai des activités qui sont nationales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment identifier pour avoir une vision le plus juste possible de qu'est-ce que je dois garantir pour mon organisme. Et à partir de là, de réfléchir quels sont les objectifs qu'on me fixe au quotidien, qu'on me fixe même dans mon entretien annuel d'évaluation, sur lesquels on me dit quelles sont mes priorités de travail pour cette année. Et ça, j'insiste beaucoup sur la notion de l'entretien annuel d'évaluation et la fixation des objectifs. C'est qu'à un moment donné, compte tenu du développement de travail hybride, on se retrouve souvent très seul à décider ce qu'on doit faire dans un temps réduit. Or, si les priorités ne sont pas clairement identifiées par vous et par vos équipes, il est possible que vous preniez les mauvaises décisions. Donc, c'est important de clarifier quelles sont les priorités à votre niveau, mais aussi au niveau de vos équipes. Et puis ensuite, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est la question du contexte. L'objectif, c'est le résultat qui est attendu de votre part. Mais il y a aussi une dimension, c'est votre contexte de travail. Qu'est-ce qui va impacter votre charge de travail?
Le hybride, bien sûr, vous allez me dire que c'est l'impact, hein, parce qu'il y a des choses différentes. Oui, le hybride, impact. Si on prend la question du temps de réunion, préparer une réunion en mode hybride, c'est pas préparer une réunion en présentiel. Ça nécessite, par exemple, beaucoup plus de temps. Mais si ce temps-là, je ne l'ai pas intégré dans mon agenda, eh bien, je peux me mettre dans le rouge et mes journées peuvent largement déborder. C'est aussi tout ce qui est formation que vous pouvez faire pour vous-même. C'est aussi ceux qui sont à temps partiel, ceux qui sont élus, ceux qui sont représentants du personnel. Alors, quand je parle élus, beaucoup d'entre vous, des fois, ont des missions, par exemple, de conseillers municipaux, de conseillers généraux, départementaux. Donc, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à dire. Ça impacte forcément ma charge de travail, certes. C'est pas du travail proprement parlé quand je suis par exemple le conseiller municipal, mais ça impacte en tout cas mon temps de travail dans le sens qu'est-ce qui est disponible pour le collectif de travail et comment je dois intégrer tout ça. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête pour voir quel est mon temps disponible pour réaliser toute ma mission. Et ensuite, il faut s'interroger sur quelles sont les actions au quotidien que je dois mener pour répondre à ma mission et à mes objectifs. Alors, je vais vous donner un petit truc et astuce. C'est généralement en termes d'activité, on nous dit qu'on ne gère pas plus que 9 activités, en sachant que la 9e, c'est ce qu'on appelle la vie personnelle. Ben, on a tous une vie personnelle. Donc la 9e activité, c'est notre vie personnelle qui est importante pour tout le monde. Et c'est le 9e, j'allais dire, cette 9e activité qui permet l'équilibre vie pro, vie perso, c'est-à-dire l'accostage. Vous voyez, on ne faut pas se mentir. Pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé hein depuis 2 ans, on a organisé notre travail en fonction de nos contraintes personnelles. Organiser l'école, organiser le travail du conjoint, organiser tout ça. Et ensuite, on a regardé quel était le temps disponible. Aujourd'hui, on revient à quelque chose d'un peu plus normal, mais cette dimension d'avoir ce juste équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle est d'autant plus important. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Chacun a des contraintes personnelles, chacun a des besoins dans sa vie personnelle qu'il va falloir respecter, identifier. Moi, je vous donne un exemple. C'est hyper important pour moi, par exemple, d'aller chercher 1 fois par semaine mes enfants à l'école. Je ne suis pas très présente le matin, j'ai beaucoup de déplacements, je n'ai pas envie d'être déconnectée totalement de la vie de mes enfants. Et je me dis, typiquement, le vendredi, je vais être à 4h30 à la sortie de l'école. Et ça, c'est quelque chose que je m'impose. Et quelque part, j'impose à mon collectif. Mais c'est important pour moi, pour mon équilibre. Vous voyez, pour être aussi disponible au travail. Et je crois que ça, il faut savoir se mettre des bornes personnelles pour avoir ça. Donc, la vie personnelle, on ne peut pas la nier pour soi, mais on ne peut pas non plus la nier pour les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur les 8 autres activités, vous avez tous des activités différentes, vous avez des métiers différents. Pour autant, je vais juste vous donner quelques trucs et astuces. Vous avez tous au moins la dimension de comment je m'aligne sur ma hiérarchie. Vous avez une première activité, c'est comment je m'assure que mon travail et le travail de mes équipes est bien aligné sur la vision de mon N+1, voire de mon N+2, voire de mon N+3. Ça, c'est la première chose. Vous avez forcément une activité qui est liée au pilotage de votre activité. Vous êtes à la fois un manager qui manage une dynamique humaine, vous êtes aussi un manager qui pilote des résultats. Donc, vous voyez là, vous avez déjà la question du reporting, la question du pilotage de l'activité et la question du management d'équipe. Mais après, tout dépend de votre mission. Et ça, c'est vraiment important d'avoir en tête la structuration de votre activité pour pouvoir organiser, s'il vous plaît, les outils pour qu'ils puissent être une aide pour vous. Alors, je vais vous donner un exemple pour éclairer. Je vous donne un exemple, par exemple, d'un manager, agent de direction ou non d'ailleurs, peu importe l'institution. Concrètement, vous voyez, le premier gros caillou, c'est alignement, reporting, prise de recul qui me permet de savoir que je prends la bonne décision. Ça, c'est une première activité. J'ai une deuxième activité qui peut être, par exemple, la relation à mes usagers. Ça peut être une troisième activité qui est la coopération, le travail en réseau que je fais. Vous faites tous partie d'un réseau. Le réseau assurance maladie, les autres réseaux de CEPAM, ça peut être une activité à part entière. Donc, le pilotage d'activité, j'en ai parlé. C'est aussi, vous avez tous une production propre. À un moment donné, quelle que soit votre appartenance à la ligne hiérarchique, il y a de la production propre. Maintenant, si un manager, par exemple, de proximité a de la production, même au titre que ses collaborateurs qui managent, là, il y a un souci. Mais qu'il y ait une production propre parce que les dossiers qu'il traite ont un enjeu, soit vigilance, direction par exemple, ou un enjeu politique, ou un enjeu en termes de gravité, que je le gère parce que je le suis responsable, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a la dimension du management d'équipe telle que j'ai évoqué, et puis la dimension aussi de la gestion des projets, la transversalité. Et puis, il faut avoir aussi la question de mes différents commanditaires. Des fois, dans une organisation, on a plusieurs commanditaires.
Donc là, c'est important. Donc ça, c'est une petite piste de ce que pourrait être finalement votre structure d'activité, mais sur laquelle il faut réfléchir. Pourquoi c'est important d'y réfléchir? Parce que la première chose à faire, c'est qu'il faut gérer son temps. Et sur la gestion de son temps, eh ben, j'ai besoin de pouvoir clarifier, c'est-à-dire me focaliser sur ce qui est vraiment important pour moi. Alors, je vous donne un exemple typiquement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train d'animer un webinaire pour le N3S. S'il y a un problème technique qui arrive dans la conversation qui m'embête, et admettons qu'Amélie ne soit pas là avec moi aujourd'hui, accompagnée de Gabriel Panier, que vous n'avez pas vu, et qui est derrière, et que je sois obligée de gérer ça, vous voyez, c'est une question d'urgence à gérer ça. Mais ce n'est pas important pour moi de gérer la technique, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'animer le webinaire. Et d'ailleurs, si je m'arrête de parler parce qu'il y a 3 ou 4 personnes parmi vous, parmi les je ne sais pas combien de participants qui n'arrivent pas à se connecter, je ne suis pas en train de répondre à ma mission, là sur quoi je suis attendue. Par contre, c'est vraiment très important pour Amélie et Gabriel que les conditions techniques soient favorables à la réalisation de la formation. Donc, vous voyez, c'est aussi ne pas se tromper sur ce qui est vraiment important pour soi. C'est urgent que les gens se connectent, mais ce n'est pas important pour moi dans le sens où ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité d'Amélie. Et ça, c'est important parce que des fois, notre niveau d'engagement, notre volonté de faire fonctionner les choses peuvent nous induire sur de la gestion, excusez-moi, de ce que je dirais des voleurs de temps. Sur gérer des choses qui ne m'appartiennent pas, sur lesquelles je n'ai pas de la responsabilité. Et quand je fais ça, là, je ne fais pas ce qui est important pour moi. Et là, typiquement, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'animer le webinaire et de ne pas assurer la gestion logistique. Et ça, c'est vraiment une décision personnelle de se dire, il faut que je me ressente ce qui est vraiment important pour soi. Donc pour ça, c'est important de rendre visible, si vous voulez, toute votre charge de travail. C'est-à-dire, cette structure d'activité, eh ben, doit se retrouver dans votre agenda. Alors quand je dis qu'elle doit se retrouver dans votre agenda, c'est que vous devez mettre en premier dans votre agenda vos activités, c'est-à-dire ce qui est important pour vous. Donc là, vous voyez un agenda sur lequel il y a plein de couleurs. Alors certains diront, c'est bullshit, ça fait joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est un point de vue personnel, mais je peux vous assurer que lorsque vous voulez avoir de la vigilance sur le fait que est-ce que je suis bien recentrée sur ce qui est vraiment plus important, typiquement, par exemple, si vous êtes manager, vous allez dire est-ce que je passe suffisamment de temps à l'animation de mon collectif de travail, à la dimension du lien social, de la vie d'équipe, parce qu'il y a aussi une dimension de vie d'équipe. Ben, si par exemple vous avez associé la couleur, j'allais dire rouge, et que sur toutes les semaines du mois de mai ou du mois d'avril, ben, le rouge, ça a été 3 temps dans le mois, ben, là vous pouvez dire non, je ne suis pas dans ma dynamique d'animation et de création du lien social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est pourtant extrêmement important pour moi, c'est un besoin que l'équipe ressent, c'est un besoin que je ressens, et quel temps j'y ai accordé. Vous voyez, c'est un vrai management visuel du temps passé par acteur-activité qui est importante. Et c'est aussi un moyen pour vous d'analyser finalement tout ce que j'ai intégré dans mon agenda, est-ce que c'était vraiment le plus important par rapport à ce qui me reste là, vous voyez la liste qui s'allonge, parce que je ne doute pas que vous avez vos super checklists qui s'allongent tous les jours, et à chaque fois que vous en barrez un, il y en a 3 qui arrivent. Donc c'est assez important de l'avoir en tête, c'est comment je devais anticiper, planifier mon activité. Vous voyez, aujourd'hui, un manager, quel que soit son niveau hiérarchique, vous devez avoir au moins une vision de votre agenda au mois. Alors, je ne dis pas que le mois doit être complètement complet dans votre agenda, mais vous devez avoir absolument une vision au moins mensuelle des temps les plus importants dans votre agenda. Parce que sinon, excusez-moi, vous allez vous faire voler le temps par vos collègues, par votre hiérarchie, par vos partenaires. Parce qu'un agenda qui n'est pas rempli est un agenda qui est disponible, alors que vous avez une charge de travail personnelle qui existe. Donc, l'idée, c'est de ne pas simplement mettre dans votre agenda que les rendez-vous ou les temps d'interaction que vous avez avec les autres, c'est aussi tout votre temps de travail personnel à la réalisation de votre mission. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'on oublie souvent, se conserver du temps pour soi, d'autant plus qu'aujourd'hui, votre charge de travail arrive de différents canaux. Elle arrive par mail, elle arrive de Teams, elle arrive de Liam, elle arrive de tous les autres outils qui peuvent exister. Donc, si je n'ai pas une bonne gestion de ma charge de travail avec ces différents canaux, eh bien, je vais avoir de la vraie difficulté. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez. Est-ce que l'activité qu'on me demande, elle est en lien avec l'activité qui est la mienne? Donc, si la réponse est oui, bah, comment je vais l'organiser et la planifier? Si l'activité n'est pas en lien avec, la demande n'est pas en lien avec mon activité, bah, pour qui c'est important? Est-ce que c'est pour un de mes collègues? Est-ce que c'est pour un de mes collaborateurs? Est-ce qu'il y a une erreur de destinataire? Il faut s'interroger parce qu'on ne peut pas non plus s'engouffrer. Et puis, il y a la dimension j'allais dire, de se dire
qu'est-ce qui est bien pour moi par rapport aux attendus, aux résultats qui sont attendus. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi un moyen aussi de discuter avec sa hiérarchie en termes de décision, de co-responsabilité. Hier, tu m'as demandé de faire ça. Aujourd'hui, tu m'as demandé de faire ça. À un moment donné, mon temps de travail, puisque vous avez une visibilité, vous rendez visible ça pour vous, mais aussi pour les autres, ça ne passe pas. Donc, aide-moi à faire le bon choix parce que je ne vais pas travailler cette nuit ni ce week-end. C'est important pour moi de conserver mes temps de vie personnelle. Donc, ça permet aussi d'aider à la décision et de réarbitrer certaines échéances, voire peut-être même d'accepter de sacrifier certaines actions. Des fois, ça peut arriver, ou de dégrader certains attendus par rapport à l'urgence du temps qui défile. Mais ça, seul, c'est difficile de pouvoir prendre la décision. Par contre, si c'est visible pour moi, visible pour les autres, on peut avoir une meilleure décision. Alors ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire aussi que dans la gestion de votre temps, à un moment donné, l'outil, il ne se remplit pas tout seul. Hein. Il se remplit par vous et par les autres. Donc déjà, la première chose, c'est que vous devez avoir pas plus de 2 priorités par jour en lien avec des projets stratégiques. Pas plus. Vous devez avoir plus de jamais 2 réunions. Alors, quand il y a eu du présentiel, rappelez-vous, en 2020, avant 2020, c'était gérable. Aujourd'hui, vous faites combien de réunions d'affilée? Vous commencez à bosser à 9h, de 9h à 10h, vous avez une visio, de 10h30 à 11h30, votre visio, vous enchaînez de 11h30 à 12h30 et tout ça. Ce qui fait que c'est très, très difficile de pouvoir garder du temps pour soi. Mais c'est normal, puisque le temps pour soi, vous ne le planifiez pas dans votre agenda. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous êtes des fois en surinteraction avec les autres, ou d'interactions qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Et est-ce que ma présence, d'ailleurs, est obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas un représentant de mon service, de mon équipe? Ou alors, on est 2 cadres du même service. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir interagir entre nous et pas forcément assister à une réunion? Vous voyez, c'est se poser les bonnes questions. Dites-vous aussi que, moi, je vous conseille, c'est faites 1,5 de coefficient multiplicateur sur les charges que vous évaluez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un dossier, vous allez dire c'est bon, j'en ai pour 2 heures, dites-vous, vous en avez pour 3 heures. Donc, à vouloir absolument tout faire entrer dans une journée de travail parce que vous voyez que la charge est importante, soyez réaliste avec vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi ce coefficient multiplicateur peut être un moyen de dire, de toute façon, je prévois 3 heures, je sais qu'on est pour que 2, c'est l'heure que vous pouvez récupérer, excusez-moi, pour gérer des imprévus. C'est-à-dire que moi, la consigne que je peux vous donner, c'est planifier 80% de votre temps de travail. Et laissez 20% de votre temps pour de la flexibilité, pour la gestion de l'imprévu. Mais si vous ne planifiez pas 85% de votre temps de travail, vous serez toujours en gestion de l'imprévu. Vous voyez? Parce que vous êtes toujours en réactivité à quelque chose et non pas en anticipation. Plus vous allez anticiper et planifier la charge qui vous arrive, moins vous serez en réaction à quelque chose et en gestion en mode pompier. Et ça dépend de vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, on a des injonctions qui arrivent, des fois, on subit la désorganisation des autres. C'est vrai. Mais vous l'acceptez, cette désorganisation. Par contre, quelqu'un qui est organisé, qui a une consigne en disant, il faut absolument que pour demain soir, tu me fasses ça, et qu'à un moment donné, je suis très claire en disant, OK, pour demain soir, il faut que je fasse ça. Maintenant, la semaine dernière, tu m'as demandé de travailler sur tel truc. C'était prévu demain après-midi. Qu'est-ce qui est le plus important entre ce truc et ce que tu viens de me demander, quoi? Vous voyez, c'est aussi pousser à aider la décision plutôt que de vouloir répondre systématiquement dans l'immédiateté. C'est-à-dire, à un moment donné, n'oubliez pas qu'on peut négocier certains délais. Mais si je pars du principe que rien n'est négociable, forcément, je me mets aussi en difficulté. Donc, ça veut dire aussi, pour pouvoir avoir ça, il faut encore avoir une vision visible de votre charge de travail. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a la dimension de la gestion de votre boîte mail, de la réception de vos messages. Vous avez une vraie difficulté, c'est parce que vous ne décidez pas de ce que vous faites des messages. Alors, quand je dis pourquoi vous ne décidez pas, combien de fois j'ai vu dans les boîtes mail des messages remis en non-lu, des messages mis avec des petits drapeaux, en disant j'y reviendrai plus tard. Sauf qu'entre-temps, j'ai reçu 50 et le drapeau et le rebelle que j'ai lu en non-lu, je l'ai oublié. Ou alors, je le revois la semaine d'après et je me dis c'était quoi ça? Donc, je relis le mail et je me dis ah non, mais ça peut attendre. Et puis, je le remets en non-lu et je le relis dans 3 semaines, c'est dans 3 semaines, alors qu'il n'était pas important 3 semaines avant, là, il devient plus qu'urgent à gérer. Vous voyez, vous avez des pratiques qui font que, comme vous ne gérez pas votre gestion de l'information dans une logique d'organisation pour vous, d'anticipation, forcément, le mail qui n'était pas important aujourd'hui, que j'ai remis en non-lu avec un petit drapeau en me disant j'y reviendrai dessus, entre-temps, il s'est passé 50 millions de choses, on a oublié, sauf que le mail était vraiment important pour moi, et que là, je me retrouve à devoir le faire à 18h, alors que j'avais prévu de partir en week-end avec mon mari. Parce que l'urgence, il fallait, l'échéance, c'était pour aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Ce qui veut dire que, à la réception d'un mail, prendre une décision à chaque fois.
Si le mail, il n'est pas important pour moi, si le mail, il n'est pas urgent, qu'il ne me concerne pas, je le détruis. La sécurité sociale a un mal, elle ne détruit jamais rien. Elle garde tout, même des fois, je peux voir dans des archivages de poubelles. Éléments supprimés, c'est déjà archivé. Quand on sait que vous avez des tailles de boîte mail qui sont limitées, pensez à supprimer votre poubelle. Ce serait quand même déjà pas mal, vous gagnerez un petit peu plus d'espace de stockage. Ensuite, il y a la deuxième chose, ça peut être un mail qui peut être important et urgent, ou simplement important, mais pas pour moi. Donc, il faut penser à le déléguer. Alors, à qui, pour quand, faire le suivi, donner un feedback, mais je fais le suivi ou donner un feedback que lorsque la personne pour qui c'est important est sous ma responsabilité. Si l'information, elle est pour quelqu'un d'autre, d'un autre service, d'une autre direction, je m'assure simplement de lui faire suivre le mail. Et encore une fois, s'il vous plaît, quand vous faites suivre un mail qui est pour quelqu'un, vérifiez qu'il n'est pas dans la liste de diffusion. Parce que ça veut dire que la personne le reçoit 2 fois, voire peut-être même si vous êtes plusieurs à faire ça, elle le reçoit 3, 4 ou 5 fois. Donc ça génère du mail très important. Donc soyez aussi attentifs à ce que vous pouvez générer comme information supplémentaire qui peuvent être un vrai problème. Ensuite, il y a la question de si le mail est important, mais qu'il n'y a pas une urgence, qu'est-ce qui m'empêche de différer ma réponse? Vous voyez? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller le planifier, de noter ou de le classer? Planifier, c'est dans mon agenda. C'est-à-dire comment je vais transformer mon mail en rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Vous voyez? Parce que ce temps-là, il est important. Ce mail, c'est une réponse que je dois faire et qui nécessite un peu de réflexion. Maintenant, si c'est un mail qui est important, que je peux différer ou que simplement je souhaite conserver, rien ne m'empêche d'aller le mettre dans un plan de classement. Et votre plan de classement, il est hyper important qu'il soit en lien avec votre structure d'activité. Aujourd'hui, la difficulté que vous avez, c'est que la plupart des personnes qui ont de la difficulté d'organisation, c'est que vous avez des plans de classement à la Prévert, où il faut 15 coups d'ascenseur pour arriver à trouver le bon dossier. Et quand on trouve le bon dossier, il y a encore des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers. Et des fois, dans le sous-dossier, il n'y en a qu'un seul mail. Donc, ce qui veut dire que vous perdez énormément de temps à ranger vos mails. Et d'ailleurs, certains, sous la pression du temps, sous la difficulté de gérer, arrêtent aujourd'hui de classer leurs mails et font des archivages automatiques tous les 3 mois. Mais ce qui veut dire que la boîte mail, elle est toujours débordée, ce qui donne un sentiment de stress et un sentiment de « je n'y arrive pas ». Ça déborde et ça, c'est bon par personne. La charge mentale et la gestion du stress ne doit pas être conservée. Donc, ça veut dire que si vous avez un plan de classement, vous voyez, en 9 ou 10 activités, ça vous permettra de pouvoir classer vos mails beaucoup plus facilement. Si c'est du management, ça va dans management. Si c'est du pilotage, ça va dans pilotage. Tiens, si c'est une instance de gouvernance, parce que c'est le coup de dire je peux aller dans mon reporting N+1. Vous voyez, c'est toute cette dimension-là qui permet de classer facilement l'information que je reçois, que je souhaite conserver. Je la dispatche dans des dossiers qui sont suffisamment macro et parlant pour me dire, eh ben, il est là. Et rappelez-vous que dans Outlook, il y a un moteur de recherche qui est très performant. Vous avez Google dedans. Donc, vous pouvez faire des mots-clés, vous pouvez faire des petits guillemets. Vous avez quand même beaucoup de choses qui vous permettent de pouvoir retrouver l'information et mettre finalement moins de temps en faisant ça qu'en faisant un plan de classement qui ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, il y a des mentions, c'est de prendre tout de suite. Quand c'est important et que c'est urgent, j'y réponds tout de suite. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Là, je ne peux pas différer. Mais n'oubliez pas que des fois, il y a un mail qui me paraît très important et c'est tout de suite. Et là, vous avez une réunion pourtant qui démarre à 9 h. Posez-vous la question entre le mail qui est important et tout de suite et ma réunion à 9 h, laquelle des deux est importante. Ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est regarder son agenda. C'est votre agenda qui va vous aider à guider vos choix. Parce qu'aujourd'hui, la première désorganisation que vous avez, c'est que la première chose que vous faites en démarrant le travail le matin, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous connecter à votre boîte mail et vous commencer à répondre à des messages sans même regarder votre agenda. Et là, vous oubliez d'arriver à la réunion à l'heure. Alors, peut-être que même vous êtes connecté, vous arrivez une demi-heure après. Alors, quand on était en présentiel, on avait un petit horaire qui tue. Maintenant, on peut passer un peu de travers parce que quand on se connecte et qu'on est nombreux, on ne se voit peut-être pas forcément qu'on est en retard. Mais n'empêche, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas au bon endroit, au bon niveau. Et posez-vous la question du mail que j'ai répondu qui fait que je suis arrivée en retard à ce qui était vraiment important. Par contre, j'ai oublié j'étais pas là pour l'ordre du jour sur la campagne d'éléments GBT de l'année 2022, quoi. C'est vraiment cette question-là qu'il faut vraiment vous poser. Et cette absence de décision fait que vous allez être en difficulté. Alors concrètement, comment ça se passe dans l'outil? Parce que là, je parle de structuration, je parle de décision, mais l'outil ne peut pas décider pour vous. Donc, comment je mets en œuvre ces petites techniques que je vous montre? Alors concrètement, la première chose à faire, voilà, ça c'est votre outil. Comment ça se passe, les KD dans l'outil? Eh bien, dans l'outil,
Première chose à faire, c'est de rendre visible votre charge de travail pour voir quels sont les temps qui sont disponibles. Ça, c'est la première chose à faire. Arrêtez de faire des checklists. Arrêtez de faire des tâches, des to-do lists. Arrêtez de faire des tableaux blancs où il y en a de partout. Arrêtez de prendre tout en note à droite, à gauche, avec des post-it autour de vos écrans. Rentrez tout de manière digitale dans l'ordinateur parce que Outlook, lui, il n'oubliera pas. Un post-it, ça vole. Une to-do list, ça ne me dit pas si répondre, par exemple, pour moi, un appel d'offres, ça va me prendre 30 minutes ou ça va me prendre 3 jours. Je peux vous dire qu'une ligne téléphonée à Mélie, ça me prend 3 minutes. Et la ligne répondre à une d'offre, ça me prend 3 heures ou 3 jours. Donc, c'est important aussi de clarifier le temps passé par la tâche que j'ai à faire. Et il n'y a que Outlook qui vous permettra de pouvoir voir le temps disponible par rapport à toute la charge que j'ai. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand je reçois un mail, il faut vous poser la question de s'il n'est pas pour moi, vous voyez, je le jette. Je ne le conserve pas. Utilisez la fonction suppression. De la même manière, vous avez énormément de mails que vous recevez, que pour autant, comme je vous connais bien, vous ne voulez pas supprimer parce que vous souhaitez garder. Pensez des fois à trier vos mails à l'entrée. Quand j'ai trié des mails à l'entrée, n'oubliez pas qu'il existe des capacités de filtre au sein d'Outlook, avec des règles qui sont très précises, qui peuvent vraiment être faites. Par exemple, aujourd'hui, vous recevez beaucoup de mails. Alors, je fais attention de ce que je vais dire sur, par exemple, l'actualité, sur le panorama de presse, sur la veille truc-muche. Vous en recevez beaucoup par jour. Entre nous, on ne va pas se mentir, ce n'est pas les mails que certains d'entre vous regardent de manière prioritaire. Pour autant, vous devez les regarder parce que très souvent, vous avez une activité de veille. Mais qu'est-ce qui m'empêche de les recevoir dans un endroit qui vont directement dans mon dossier veille, vous voyez? Donc, par exemple, tout ce qui vient de Panorama de presse, je peux dire, va dans le dossier veille. Et comme j'aurais bien organisé ma semaine de travail, mon temps de travail, que je sais par exemple que le vendredi, c'est le moment le plus propice à faire de la veille parce que entre 16h et 17h, c'est le bon moment pour moi, je pourrais aller dans mon temps de veille, aller dans mon dossier veille, dans mon Outlook pour aller regarder tout ce que j'ai reçu dans la semaine et faire une lecture à l'horizontale de ces éléments-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est des petites pratiques à avoir. De la même manière, quand vous recevez un mail aujourd'hui, vous devez vous poser la question de le classer. Vous gardez beaucoup de messages par souci d'archivage, par souci de traçabilité, ce qui est très bien. Mais à ce moment-là, restez sur une logique de gros cailloux, d'activité, je suis le terme activité, donc de logique d'activité qui vous permettent, si vous voulez, de pouvoir classer les mails très facilement. On n'est pas, vous voyez, sur un dossier, une structure de classement, c'est 9 activités que vous avez. Et dans ces dossiers qui sont des activités, vous pouvez faire au maximum, 2 ou 3 dossiers, mais pas plus. Et moins vous faites de sous-dossiers, plus c'est efficace. D'ailleurs, je peux se remarquer, Outlook a des fois des problèmes d'indexation. Quand vous avez des problèmes d'indexation, si vous avez tellement fait de sous-dossiers, qu'il ne sait plus trouver. Donc, plus c'est macro, plus il est efficace. Donc, encore une fois, il faut penser à ça. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc le classement, vous comprenez, quand je reçois un mail, plutôt que de laisser en boîte de réception, si c'est la traçabilité, je vais le classer directement. Du coup, ma boîte de réception, elle se vide. Si je supprime ce qui ne sert à rien, si je trie à l'entrée des messages que je peux directement incrémenter dans des dossiers sur lesquels je peux y retourner plus tard dans mes temps de travail planifiés dessus, je gagne en qualité de réception. C'est-à-dire dans ma messagerie, je n'ai que des messages finalement où ils attendent une action de ma part. Sur les messages où il y a une action de ma part, excusez-moi, arrêtez cette pratique de mettre des drapeaux. Arrêtez cette pratique de mettre en non-lu quand vous dites « je le ferai plus tard ». Qu'est-ce qui vous empêche de transformer ces messages en action dans votre agenda? C'est-à-dire créer un rendez-vous pour vous-même. C'est très simple. Clic droit sur le message, déplacer, calendrier. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. Vous avez le message mis dedans. Vous pouvez le planifier au moment que vous voulez. C'est aussi une discipline à avoir. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à pouvoir faire. Parce que ça vous permettra de voir, enfin, j'ai la visibilité sur ma charge personnelle, ma charge de représentant, ma charge de manager, ma charge de pilote. Et là, vous voyez ce qui vous reste comme temps disponible pour les autres, pour pouvoir peut-être prendre des projets supplémentaires ou simplement pour gérer des imprévus que vous n'avez pas identifiés ou simplement vous dire, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça. J'ai un imprévu qui m'est arrivé dessus, c'est hyper important. Plutôt que ma journée, elle dure 2 heures de plus, que je veux absolument tout faire dans la journée, je peux avoir la visibilité de est-ce que cette tâche, je peux la reporter la semaine d'après?
Est-ce que je peux la rapporter à demain? Comment je peux réorganiser les choses? Parce que l'avantage entre un agenda papier et Outlook, c'est qu'on peut faire des glissements de tâches. Ça, c'est la première chose. Ça, vous voyez, là, normalement, sur la gestion de l'outil en termes d'organisation de l'activité. Sachez que pour ceux qui travaillent sur Teams, vous pouvez tout à fait faire la même chose à travers votre Outlook. Dans Teams, quand vous êtes sur une conversation où vous avez été tagué, Céline, Michel, merci de faire telle ou telle chose, et bien cette conversation, il suffit que je fasse un petit clic droit, 3 petits points, copier le lien, ça ne m'empêche pas d'aller le mettre dans mon Outlook, dans mon rendez-vous, ce qui veut dire que tiens, et ben, quand je vais recliquer sur mon lien dans mon Outlook sur la conversation Teams, ça va être exactement au endroit de la conversation, exactement là où il y a le fichier sur lequel je dois travailler. Donc, je gagne en efficacité. Plus vous allez planifier votre activité, plus vous allez mettre les documents associés à votre travail, plus vous allez travailler face à vous-même, vous serez efficace. Et ça, il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc, si vous voulez, l'outil peut vous aider à la condition que vous êtes structuré et que vous savez ce qui est important pour vous. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, ça, c'est les quelques mots que je pouvais vous dire sur l'organisation de personnel à travers Outlook. Outlook, les manipulations sont très faciles à utiliser, mais il faut avoir cette logique-là. Il faut vraiment travailler pour vous sur la logique de structuration et vous verrez que l'outil, en 4 ou 5 manipulations, répondra à toutes vos attentes. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais utiliser la question de l'outil et du mail pour transiter, j'allais dire, vers les deux autres parties de mon intervention. C'est est-ce que le mail est-il toujours le bon canal? Bah, je vais vous dire un truc, la réponse, elle est non. Soyons clairs, elle n'est pas toujours le bon canal. Pourquoi? Parce que dans le cadre du contexte de diffusion, quand on contexte de diffusion, par exemple une info qu'on dit, l'arrivée, tiens, nous accueillons aujourd'hui le nouveau DCF de la CEPAM qui arrivera le 31, bah, ce n'est pas le mail, le bon canal de diffusion, vous voyez? Le bon canal de diffusion, c'est l'IAM, c'est un Yammer, c'est de l'information institutionnelle. Ça ne sert à rien d'avoir un message de ce type-là par mail. C'est pas utile. Et aujourd'hui, excusez-moi, des fois vous l'avez par mail, mais là-bas aussi par Yammer ou par YAM. Donc c'est aussi trouver son bon canal là-dessus. Un contexte de conversation, par exemple, où il y a des échanges ping-pong. Vous voyez là, j'envoie un mail, on me répond, je renvoie un mail, je réponds. Bah, ça, c'est pas le mail, le bon canal. Le bon canal, à la limite, c'est la messagerie instantanée. C'est les chats qui peuvent exister dans les différents outils collaboratifs que vous avez. Ou au pire des cas, excusez-moi, c'est un coup de téléphone. Ou si on est dans le bureau d'à côté, on va se voir. Mais ce n'est pas forcément là. Ce qui fait qu'on a un transit de mail qui est inutile. Il faut vraiment pousser à la conversation de manière instantanée, synchrone et non pas asynchrone. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, la dimension où on est en contexte de collaboration. Ou par exemple, je prends l'exemple que vous avez tous, réunion d'équipe. Quel est l'ordre du jour? Excusez-moi, aujourd'hui, un ordre du jour qui transite encore par mail pour que chacun puisse mettre son point à l'ordre du jour, vous avez un train de retard sur les outils qui peuvent être à votre disposition. Aujourd'hui, collaborer à la création d'un document, d'un ordre du jour, d'un document, ce n'est pas par messagerie. On utilise Teams. On utilise l'IAM dans sa dimension de communauté de travail au niveau de mon espace d'équipe, mais on n'utilise absolument pas le mail. Vous imaginez un mail d'ordre du jour, si on est 12, ça veut dire 12 fois le mail envoyé, enfin 12 personnes qui vont dire j'ai rajouté mon point, ça fait 12 mails, chacun va dire ok, d'accord, j'ai vu, ça peut générer 100 mails. Enfin, c'est un moment, c'est non. Si on est par exemple dans Teams, ok, c'est vu, on peut faire un check avec un pouce levé pour dire c'est bon, c'est ok, tout le monde a vu la modification de l'ordre du jour. Donc ça, c'est aussi important de se dire quel est l'usage de chacun des outils par rapport au contexte de communication qu'on veut avoir. C'est attention aussi à ce risque d'infobésité. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, mais il y a une information qui est multipliée. Vous utilisez aujourd'hui, des fois, je vois sur des conversations, vous avez l'intranet. D'ailleurs, vous avez souvent des pages SharePoint comme CAFCOM, par exemple, pour les CAF. L'URSSAF, j'ai mangé son nom sur les pages de l'URSSAF. Enfin, vous avez des réseaux intranet d'entreprise, vous avez des LIAM, vous avez des Yammer, vous avez tout ça, et ça passe encore par mail pour certains. Et des fois, ça passe par plusieurs communautés de travail, voire par plusieurs teams, la même information. Donc, au bout d'un moment, on ne se concentre plus sur la juste bonne information parce qu'elle est noyée parmi plein de choses qui sont totalement inutiles parce que j'ai déjà eu l'information. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est là aussi, il faut penser à quels sont les autres outils collaboratifs qui peuvent vraiment nous aider à pouvoir travailler là-dessus.
Donc là, on va arriver sur la question de comment on doit utiliser les outils pour piloter, animer et maintenir le lien avec les équipes. Parce que le lien avec les équipes, il n'est pas par mail. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, on a pris l'utilisation du mail. Alors certains, en fonction des branches, sont plutôt sur l'utilisation de Teams. Alors je vois qu'il y a aussi beaucoup de gens de la branche famille aujourd'hui, donc ils ont plutôt une bonne avancée là-dessus. Le recouvrement, ça a commencé à s'y mettre. Il a beaucoup utilisé de Skype pendant très très longtemps, mais maintenant il est sur Teams en termes d'interaction. Les autres régimes ont des fois eu des dimensions un peu différentes. Enfin, de ce que moi j'ai pu observer aussi, c'est aussi l'usage des outils collaboratifs dépend vraiment aussi de la politique nationale, mais aussi de la politique locale. Par exemple, la branche famille est très ouverte au collaboratif, les autres branches, des fois, un petit peu moins. Et puis, des fois, même le DIS local peut verrouiller les choses, voire même des fois, le directeur peut dire je ne veux pas que tel outil soit utilisé par un agent. Ça doit demander validation du N+1, voire même le manager doit demander validation de son N+1, voire de son N+2. Donc ça, c'est aussi attention de se dire, quand on veut aller dans la collaboration, c'est-à-dire inciter la responsabilité à la cohésion et au lien, il faut aussi donner des autorisations d'interaction, sans forcément que ça soit pris en compte par la ligne hiérarchique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Alors, si je prends la dimension des outils par rapport à comment on doit les utiliser dans mon pilotage, en management de la création du lien. Je voulais juste faire un petit récap de ce qui peut exister dans la suite Office, c'est-à-dire comment je dois m'en servir. Si je prends la question de communication et d'information, pour ceux qui ont Office, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand on veut communiquer, informer sur des annonces officielles, sur de l'actualité, si on veut lancer par exemple une réflexion sans savoir que derrière ça va forcément donner un projet pour générer de l'échange, on va plutôt utiliser un réseau social d'entreprise comme Yammer. Bon, Yammer, ça, c'est des communautés, hein, soyons clairs. Quand on souhaite apporter du support, c'est-à-dire stocker des éléments de documents de référence qui ont été travaillés, c'est-à-dire qu'en fait, on a collaboré dessus, ils sont officiels et on met les dispositions de tout le monde, on va plutôt les stocker sur un espace SharePoint. Vous voyez, quand on est sur des navires d'entreprise, on est plutôt sur des espaces SharePoint. Sur les archives, on est sur du SharePoint. Sur des éléments de recherche, on est sur du SharePoint. Sur la dimension de la collaboration, c'est-à-dire que là, on n'est pas simplement, par exemple, je peux donner une idée, tiens, est-ce que ce serait intéressant que des managers travaillent sur le nouvel outil d'entretien et d'évaluation? Ça peut être généré dans la communauté, par exemple, Yammer, des managers, ou par exemple, la RH va lancer cette idée en disant est-ce que ça peut intéresser, est-ce que ça vaut le coup, on voit les interactions. Mais une fois que, par exemple, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet de retravailler la grille d'entretien et d'évaluation, de Yammer, on va passer à Teams. Puisque ce n'est pas dans Yammer qu'on va collaborer, c'est dans Teams. Parce qu'on ne peut pas collaborer à 3000 personnes hein, ou à 250 personnes dans Yammer sur un sujet. Donc, on va plutôt collaborer avec Teams avec des gens qui veulent se mobiliser sur le sujet de la conduite d'entretien annuel d'évaluation. Donc, la collaboration se fait avec Teams adossé à un SharePoint. Donc, pareil, dans le Yam, hein, vous avez des communautés de travail, vous avez aussi des espaces partagés qui peuvent vous permettre de faire ça, sauf que vous allez devoir utiliser un autre outil de conversation parce que ce n'est pas intégré à Yam. Donc, il y a quelque chose qui est aussi important là-dessus. Et puis, il y a aussi mon environnement personnel, c'est-à-dire mon espace personnel, qui parle de mon OneDrive. Et vous avez tous un espace personnel qui est le vôtre. C'est mes documents, c'est là où je vais synchroniser les choses avec les autres, c'est mon espace personnel et n'oubliez pas qu'avant de collaborer, on se prépare. C'est-à-dire que c'est mon temps de travail personnel sur lequel je me prépare, on va peut-être le mettre dans un OneDrive, vous voyez. Et une fois que c'est préparé et que je vais en interaction avec les autres, je veux collaborer, et ben on va partager. Il y a une dimension d'espace de préparation. Donc, ce qui veut dire que ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, on utilise le bon outil. Vous voyez, par exemple, dans le recouvrement, j'ai accompagné quelques URSAF et puis l'URSAF avait vraiment démarré avec Yammer. Et sûrement certains se sont rendus compte que Yammer n'était pas le bon support, c'est plutôt Teams. Donc, c'est intéressant de se dire, ne faisons pas des erreurs, de ne pas utiliser le bon vecteur. Alors, ce qui veut dire dans la gestion de vos équipes, comment on peut utiliser le truc collaboratif? Alors là, je vais prendre la dimension de communiquer, comment je communique, comment je coordonne, comment je coopère et on coopère ensemble, et comment on instaure de la convivialité. Et ça, on va plutôt le faire à travers Teams. On fera le parallèle avec Yam si c'est possible. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un d'assurance maladie qui peut interagir avec moi parce que malheureusement, n'étant pas issue d'assurance maladie, on n'a pas tous les éléments. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis un petit temple, je ne sais pas, ou un palais, vous appelez ça comme vous voulez, avec 4 piliers. Mais si vous regardez, pour ceux qui connaissent le management collaboratif, les 4 piliers du collaboratif, c'est la confiance, c'est le choix, c'est la coopération et c'est le social dans le sens de la convivialité. Et ben, la communication, c'est la confiance. Communiquer, c'est être transparent. Vous voyez, le côté de coordonner, c'est avoir le choix, le choix de l'action, le choix de l'engagement. Et coopérer, ben forcément, la coopération, la transversalité et la convivialité, c'est bien la dimension du social.
Donc là, ça veut dire qu'à travers l'outil Teams, on peut vraiment répondre à ces premiers fondamentaux qui sont les fondements du collaboratif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, il faut avoir en tête que je dois favoriser efficacité, fluidité, je dois être dans la qualité et je dois assurer la sécurité des procédures. Toutes ces éléments-là sont très importants. C'est-à-dire que dans la question de mon travail en équipe, je dois pouvoir faciliter la gestion des collaborateurs, je dois pouvoir, diminuer le nombre de gestion des mails par une interaction qui est différente, je dois pouvoir animer une comité de travail, c'est-à-dire partager le même niveau d'information en instantané. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec le mode hybride, dites-vous que les réunions que vous avez, certains ont beaucoup développé le management visuel avec des petites routines. C'était très facile quand on était sur site et qu'on avait tout le monde. Aujourd'hui, faire une routine tableau blanc dans son service, alors que j'en ai 4 qui sont chez eux, c'est plus bon support. Le bon support du tableau blanc n'est plus un support paperboard ou un support que vous avez dans vos bureaux, c'est un support digital sur lequel on doit pouvoir communiquer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important, si vous faites des routines, d'avoir plutôt un tableau blanc qui vous permet de le faire en interaction de manière digitale, qui vous permettent de pouvoir diffuser la même information. Parce que même si les personnes sont connectées en visioconférence, voire même, excusez-moi, en audioconférence, l'information ne sera pas forcément la même et avec une écoute difficile. Et en tant qu'animateur, c'est très difficile. De la même manière, vous devez favoriser la co-création entre les gens, puisque dans le mode hybride, les gens doivent pouvoir co-construire, collaborer. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter, excusez-moi, votre risque, c'est d'avoir des oublis, d'avoir des erreurs, de ne pas avoir fait les bons fichiers. L'avantage de l'outil, ça vous permet d'éviter d'avoir X versions de n'importe quel document, puisqu'on peut travailler sur le même document à plusieurs et qu'on peut également pouvoir récupérer les anciennes versions. Donc, le risque de faire des erreurs ou de perdre un document est très limité. De la même manière, éviter de travailler avec des échanges successifs de mails. Il faut absolument pouvoir fluidifier la relation, de pouvoir collaborer et d'être un animateur. Mais l'animateur, par exemple, d'un espace collaboratif, ça peut être le manager, mais ça peut être aussi le collaborateur. Quand il y a de l'interaction entre des personnes sur un sujet précis, rien n'empêche de déclencher une visioconférence. Vous voyez? Parce que des fois, en une visioconférence, en 3 minutes, on va régler quelque chose qui aurait pris 15 mails. Donc, c'est aussi inciter ces pratiques à dire, voilà, on se connecte. C'est facile aujourd'hui de se connecter et d'être en synchronicité et non pas en asynchrone. Encore une fois, c'est très important. De la même manière, sur la gestion de l'animation des réunions, vous pouvez vraiment améliorer cette gestion-là, tant dans la conduite de la réunion que dans l'usage de certains outils qui peuvent faciliter votre animation, mais aussi faciliter la responsabilité des uns et des autres. Et la dimension, c'est aussi votre dimension de management individuel. On parle beaucoup du travail en équipe, en collaboratif. Ce qui dit collaborer dit la dimension de l'intelligence collective. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi la dimension de la montée en compétence des collaborateurs et de l'intérêt qu'on porte à l'individu. Donc, ça peut vraiment vous permettre d'avoir un suivi des collaborateurs à travers ça. Encore pour ça, on va parler de structure. Comment je dois structurer et organiser une Teams? Je dois organiser ma Teams et bien la penser. Quels sont les collaborateurs qui font partie de ma Teams? Vous voyez? Ça, c'est un élément extrêmement important. Comment je dois structurer ma Teams pour que le support, pour que les outils de communication qu'on utilise soient faciles. La difficulté sur les outils qu'on peut utiliser, très souvent, c'est qu'on utilise des outils, on change tout le temps. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, dans le confinement, moi, en tant que formatrice, le démarrage au mois de 2020, on a tenté tous les outils qui pouvaient exister. Du Klaxoon, du Slack, du machin, du truc. Sauf qu'on perd les gens. Et on se perd nous-mêmes parce qu'on n'est pas tous très compétents à utiliser tous les outils. Donc, c'est aussi, à un moment donné, c'est quel est l'outil qu'on va utiliser pour communiquer, quel est l'espace de dialogue qu'on va utiliser, comment on va suivre la charge d'activité. Vous voyez, ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser pour que ça soit facile pour vous et vos collaborateurs de se repérer et pas changer d'outil parce que c'est l'outil a l'air d'être plus sympa. Non, c'est pas grave. Celui-là, il est efficace, il nous va bien. Choisissons celui-ci. On se reposera la question s'il a de la défaillance. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir cette logique-là. Donc, organisation de la Teams. Pourquoi? Moi, j'ai vu des multitudes de choses qui font que vous avez des collaborateurs, des Teams qui ont été créés, qui sont énormes. Je veux dire, quand il y a besoin d'une Teams, des fois, j'en vois 4. Parce que la Teams, au démarrage, n'a pas été pensée correctement. Vous savez, aujourd'hui, il existe 2 types de Teams. Il y a les Teams projet et les Teams équipe hiérarchique. Une Teams projet, n'oubliez pas qu'elle a un début et qu'elle a une fin. C'est-à-dire une Teams, quand on la crée et que le projet est terminé, on la supprime. Alors,
Faites attention, si vous supprimez, n'oubliez pas, quand on supprime une Teams, on supprime le SharePoint associé. Donc, si vous souhaitez conserver les documents, pensez à faire une archive de votre SharePoint associé à la Teams, sinon vous perdez tout. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est important. Mais si le projet est terminé, il n'y a plus aucun intérêt de créer une Teams. De la même manière, j'ai beaucoup vu de teams créés, des fois entre 2 ou 3 personnes, juste pour gérer un échange. C'est comme si Amélie, on s'était fait une Teams toutes les deux pour travailler sur le support du webinaire aujourd'hui. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a d'autres moyens de pouvoir collaborer, communiquer en instantané sans forcément créer une Teams. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'important. Et dans ma Teams hiérarchique, il faut que je la pense. Parce que, je gère 4 services différents. Est-ce que j'ai forcément besoin de créer 4 Teams différentes? Vous allez voir que non. Si vous faites ça, vous allez vous noyer. C'est-à-dire qu'un manager qui gère 4 services différents, par exemple, ça veut dire qu'à un moment donné, il est obligé de publier 4 fois la même information dans 4 Teams différentes. Est-ce que c'est du gain pour lui? Non, pas du tout. Donc, il va falloir regarder comment on réfléchit ça et comment on organise nos structures. Et bien, vous allez voir que la logique qu'on a pour l'organisation personnelle est exactement la même dans la logique de la structure de ma Teams. De ma Teams dans le sens hiérarchique. Quelle est la mission de mon service, de ma direction, de mon pôle? Quel est le contexte? Est-ce que j'ai des collaborateurs qui sont tous en activité? Est-ce qu'ils sont sur télétravail? Est-ce que j'ai pas télétravail? Est-ce que mon activité est télétravaillable ou pas télétravaillable? Est-ce qu'on est tous sur le même site? Est-ce qu'il y a des données qui sont confidentielles, qui ne peuvent pas être partagées? Combien on a de projets qu'on pilote? Est-ce que tout le monde est intéressé par les projets? C'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser pour savoir finalement comment la structurer, quelles sont les activités qui sont les nôtres par rapport à notre mission et par rapport à notre contexte de travail. À partir de là, vous pouvez structurer une Teams qui sera une seule Teams pour vous en tant que manager hiérarchique, qui vous permettra d'agréger de l'information, de pouvoir interagir, échanger. La logique, par exemple, de Teams ou des espaces collaboratifs, c'est pareil dans l'IAM, c'est de limiter l'interaction par mail au sein de l'équipe. Toute la communication au niveau d'une équipe doit se faire dans la Teams d'équipe ou dans l'espace communauté qui peut exister dans l'IAM. Le mail ne doit plus être un outil de collaboration au sein d'une équipe, soit projet ou une équipe hiérarchique. La donnée change. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Ce qui veut dire que ma Teams, il faut que je puisse la structurer correctement. Alors, quand je dis la structurer correctement, pareil, là, je vais prendre l'exemple d'une DRH, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Une DRH, si elle doit structurer sa Teams, eh ben, vous voyez, là, vous avez les différents niveaux d'équipe. Voilà, équipe RH modèle, c'est ma Teams en tant que DRH de cet organisme. J'ai forcément un onglet général sur lequel je vais pouvoir communiquer à tout le monde. Donc, c'est vraiment la dimension de peut-être que je peux donner, vous voyez, toute la dimension stratégique, la dimension des feuilles de route qui sont importantes, tous les éléments que tous les collaborateurs du service RH ou de la direction de RH doivent connaître. Vous voyez? Et ça, c'est adressé à tous les collaborateurs. Ensuite, il y a la dimension où il y a des instances, c'est-à-dire toute la réunion d'RH, les instances sur lesquelles, par exemple, tous mes collaborateurs peuvent participer. Donc là, je peux avoir une dimension réunion d'RH auquel il y aura les ordres du jour, auquel il y aura les comptes rendus, auquel il y aura peut-être le tableau de bord de suivi d'activité ou de la feuille de route. Vous voyez, il y a tous ces éléments-là. Et puis, à un moment donné, j'ai un service gestion administrative du personnel. Et là, vous voyez, j'ai mis un petit canevas parce que ça, c'est privé. C'est-à-dire que les seules personnes qui ont accès à l'information et qui ont accès au support, c'est-à-dire au SharePoint de ce canal-là, sont les personnes du service GAP. Pareil pour le service paye, pareil pour le service formation, pour le service recrutement, pour le service avec social, parce qu'il y a de l'information qui ne doit pas transiter dans les autres services. Si on est par exemple sur le recrutement high level de je ne sais pas qui, sur lesquels il y a des sujets, peut-être qu'on n'a pas besoin que tout le monde le sache. Vous voyez, donc c'est une dimension qui est vraiment très très importante. Donc là, on a des espaces de conversation privés avec des canaux privés, où de toute façon les supports qui existent toujours, on a toujours, vous voyez, l'onglet général. Alors là, on a toujours la question de poste, c'est-à-dire l'espace de communication instantanée. On a toujours l'espace de fichiers. On a toujours, si on a besoin du wiki, alors wiki, beaucoup les gens l'ont mis en ressources documentaires ou en contact clé des interlocuteurs du service, par exemple. Et puis, vous pouvez toujours associer des autres onglets qui peuvent être utiles pour la gestion de votre activité. Par exemple, vous pouvez très bien mettre ici, vous voyez, un planeur qui permet de rappeler les échéances clés d'une direction des ressources humaines qui est visible par tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt intéressant. Et ça, on retrouve cette dynamique à tous les étages, quels que soient les différents canaux. Et puis, il y a une dimension de projet RH. Le projet RH, typiquement,
ça intéresse tout le monde peut peut-être y participer, mais même si je ne suis pas y participant, je peux avoir accès aux informations. Si je ne suis pas intéressée, je ne vais pas forcément y aller, mais si ça m'intéresse, je suis en possibilité de regarder. Vous voyez, sur la question de la veille, elle intéresse tout le monde. Alors après, il y a une veille qui est particulière en fonction des sujets. Par exemple, la veille d'actualité, la veille, par exemple, aujourd'hui, par exemple, tout ce qu'on peut entendre sur la future COG de la sécurité sociale, je trouve que c'est intéressant de le partager dans une gestion d'équipe et qu'il y a une interaction à partir de là, plutôt que chacun le fasse de son côté. Vous voyez, c'est vraiment une dimension. Et puis, la dimension de la vie d'équipe. La vie d'équipe, je vois que Amélie me fait un petit alerte, mais j'ai fini, j'ai juste fini là. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de la vie d'équipe, c'est vraiment j'allais dire l'impulser, c'est quelque chose de très important. Alors simplement par rapport à l'élément de vie d'équipe, hein. Alors aujourd'hui je ne fais pas la mention des Teams, hein, mais sur les Teams, la seule chose que, alors je vais passer parce que du coup je vais aller un petit peu plus loin, je suis désolée, vous aurez sous le port, hein. Sur la question de la Teams, ce qu'il faut avoir en tête, c'est par exemple aujourd'hui vous gérez énormément d'espaces collaboratifs. Ce qu'il faut avoir en tête, quel que soit l'espace collaboratif, que ce soit une Teams, un Yammer, que ce soit du Liam, vous êtes des fois dans beaucoup trop d'espaces communautaires ou d'espaces de collaboration. Il faut faire des choix. Alors, vous allez me dire que des fois, ouais, mais des fois, politiquement, on ne peut pas sortir d'une équipe, on est obligé d'être là. Si ça la fout mal, si on sort. Ou, ouais, mais des fois, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et puis, j'ai peur de louper si on… Alors, sachez qu'on ne peut pas gérer bien jusqu'à 10 teams. Ou 10 espaces collaboratifs. Ce qui veut dire qu'il faut savoir qu'il faut bien gérer les notifications. Donc, dans Teams, je ne sais pas si vous avez aimé, comme dans n'importe quel espace collaboratif, même dans Liam, vous pouvez taguer les gens. C'est-à-dire que typiquement, moi, le conseil que je vous donne pour bien gérer vos Teams, il y a gérer vos notifications par Teams ou par canal. Alors, quand je dis gérer votre notification, c'est concrètement, tant que je ne suis pas taguée, je ne suis pas notifiée. Alors, quand je ne suis pas taguée, c'est-à-dire tant que Céline Michel n'est pas taguée, ou par exemple équipe RH n'est pas taguée, je ne suis pas notifiée. Donc, je n'ai pas la tentation d'aller voir ce qui est dit sur Teams, puisque c'est de l'information générique. Vous voyez, à quelque part, sur Teams, quand je ne suis pas taguée, c'est comme si j'étais en copie. Et tous les messages que vous recevez en copie sont-ils vraiment très intéressants? Franchement, dans 95% des cas, ce n'est pas une priorité. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est lorsqu'on attend quelque chose de ma part. Parce que ce quelque chose de ma part va impacter ma charge de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Sur la question, par exemple, de la Teams, sur la question ponctuelle, vous savez, vous n'avez que des espaces collaboratifs, vous avez forcément des petits chats. Par exemple, sur Liam ou sur Teams, vous pouvez simplement faire une conversation avec quelqu'un puisque vous avez un fichier qui est associé. Vous pouvez avoir un tableau blanc qui est associé. Et bien, ça ne sert à rien de créer une Teams puisqu'on peut faire à travers ici. J'ai beaucoup vu, notamment, j'ai une expérience en MSA d'un manager en fait qui n'avait jamais créé Teams, mais qui faisait que des espaces individuels de collaboration. Là, il s'est dit ah ouais, mais du coup, là, il y a des choses que je fais pas bien, quoi. Beaucoup ont investi finalement le côté WhatsApp des outils collaboratifs en seulement regarder telle ou telle chose. N'oubliez pas que sur la collaboration et notamment sur la dimension de la vie d'équipe, c'est hyper important que vos collaborateurs se sentent impliqués. Typiquement, tout à l'heure, je vous ai fait faire un petit sondage. Alors, ça peut être un peu gadget pour certains, mais ça a suscité de l'interaction et de l'intérêt. Je suis intéressée par ce que vous pensez, parce que ce dont vous avez besoin. Ça, c'est hyper important dans la relation à l'autre que vous l'ayez. Sur la dimension du lien social, sachez qu'il y a des choses qu'on fait en présentiel, sachez qu'il y a des choses qu'on fait à distance. Par contre, qu'on fasse en présentiel à distance, ayez toujours un support qui soit un support digital pour habituer vos collaborateurs. C'est-à-dire que dans le présentiel, on va plutôt faire des temps de cohésion qui sont par exemple sur du retour d'expérience, sur de la convivialité. Mais des fois, simplement, l'objectif est de la convivialité. Par contre, rien ne nous empêche de faire du collectif à distance, sur du suivi d'activité, sur du pilotage de projet, sur de la réunion thématique, sur la dimension de la vie d'équipe. Vous devez impulser des choses. Alors, sur la vie d'équipe, je vais déjà vous montrer ça, par exemple. C'est des trucs tout bêtes, mais vous avez forcément un canal vie d'équipe à créer dans vos Teams. Sur la dimension, là, typiquement, c'est une de mes collègues qui me dit « Tiens, Céline, tu as vu, j'ai un bon plan pour Mickey. » Voilà, et puis moi, je lui réponds « Super, dans tout le monde est au courant que j'adore Mickey. » Mais ça génère, vous voyez, du flux. Ça peut générer aussi, des fois, de l'échange parce qu'on en a besoin, qu'on se sent isolé à distance. Et ça veut dire aussi de dire aux personnes, quand vous êtes 3 ou 4 à réagir sur la vie d'équipe, rien n'empêche de prendre 5 minutes, de se faire un petit point visio et de boire le café comme vous pourrez, ou simplement intégrer le café.
Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui ouvrent des espaces collaboratifs, par exemple un Zoom. Je pense à une caisse primaire qui a toujours un Zoom ouvert sur la dimension café virtuel pour que tous les gens entre 13h30 et 14h, ceux qui veulent se connecter et pouvoir échanger en équipe, le font. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut l'impulser. On l'a beaucoup fait au moment du confinement, parce qu'à quelque part, c'était quelque chose de nouveau, on éprouvait le besoin. Et là, cet hybride fait qu'on oublie les choses. Je peux être sur site avec une collègue que j'apprécie beaucoup qui est à la maison. Et en fait, on se voit une fois tous les 15 jours parce que nos rythmes de télétravail ou nos impératifs personnels fait qu'on ne se voit pas. Et ben, ça doit être incité. Vous voyez, et ça, je pense qu'il faut vraiment l'encourager. Il y a toute cette dimension aussi sur la dimension du lien social, c'est aussi la relation à vous dans la dimension individuelle. Je crois que c'est important aujourd'hui dans la dimension des réunions. On nous a tous dit qu'il fallait faire des météos du matin, par exemple. Mais une météo du matin, elle n'a d'intérêt que si elle est en lien déjà avec la réunion et que j'en prends de l'information sur mon baromètre social. Mais si, par exemple, j'ai quelqu'un qui met de l'orage, on est d'accord, on ne traite pas la situation de l'orage sur la réunion. Mais par contre, si derrière, je ne fais pas l'effort d'appeler en personne en disant mais qu'est-ce qui se passe Céline, t'as mis orageux ce matin, j'ai pas réagi parce que c'était pas le lieu, mais pour autant qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites pas cet effort de relation interpersonnelle, vous pouvez pas demander aux collaborateurs de faire un effort d'intérêt au collectif. Vous voyez? Et cette météo du matin, c'est aussi un moyen pour que les collègues vous disent tu sais, tiens Amélie, toi qui connais bien Céline, je ne sais pas si tu as vu ce matin, c'était pas bien, moi je l'ai appelée, je pense que ce serait bien, peut-être que vous travaillez sur un projet à toutes les deux parce que je la sens un peu isolée, est-ce que tu es OK avec ça? C'est aussi comment le collectif peut interagir entre eux, comment je force la coopération dans le collectif, vous voyez, parce que la dimension humaine reste importante. Et ça, vous devez œuvrer là-dessus. N'attendez pas que vos collaborateurs aujourd'hui qui ont été très tournés sur eux, mais ce n'est pas une critique, hein, moi-même j'ai été très tournée sur moi, parce que sur notre confort et sur la manière de pouvoir mieux vivre ce type de situation, des fois, on a un peu l'oubli de l'autre. Et l'oubli de l'autre, ce n'est pas simplement porté par le manager, c'est aussi porté par toute l'équipe. Mais encore faut-il que vous l'impulsiez. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences sur le manager sur le lien social, mais le lien social n'appartient pas qu'au manager, le lien social appartient à l'ensemble de l'équipe. Mais par contre, vous pouvez l'impulser à travers des outils, parce que de toute façon, les gens qui seront en distance, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, mais le multisite a toujours existé. Donc, c'est aussi comment on peut aller chercher les autres. Alors, Amélie, je ne sais pas, dis-moi si c'est je vois peut-être des questions apparemment. Donc, Oui, alors beaucoup d'interactions effectivement sur le chat, beaucoup d'échanges, même entre les participants, hein, sur notamment, tu sais, à un moment donné, tu as parlé des mails qu'il était possible de transformer en calendrier. Ça a suscité beaucoup d'interactions. La manipulation, donc a priori, était pas forcément évidente pour tout le monde. Donc juste pour redire, a priori, il s'agirait en fait de redéfinir des. Oui, vas-y. Alors, sur la gestion de l'agenda, la première chose à avoir en tête, c'est de définir quelles sont vos activités. Après, sur la gestion de votre mail, c'est sûr, quand je lui dis transformer un mail en rendez-vous avec votre agenda, vous avez tous dû me regarder avec des yeux comme ça derrière votre écran en disant « Ah, c'est possible ». C'est à peu près ça. Donc, il y a deux techniques qui sont très simples. Vous avez une technique qui est clic droit sur le mail et vous faites déplacer comme rendez-vous, faire déplacer calendrier. Voilà. Donc là, ça vous ouvre un rendez-vous et là, vous pouvez avoir le mail qui est dedans. Par contre, sachez que si je fais ça, je n'ai plus mon message dans ma boîte de réception. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque comme il est dans votre agenda, vous allez devoir traiter. Si vous ne le traitez pas au jour où l'avez mis, vous le déplacerez, vous ne le perdrez pas. Vous voyez? Mais du coup, ça désengorge votre boîte de réception. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour vous. Donc, c'est clic droit, déplacer, calendrier. Après, il y a plein d'autres techniques sur lesquelles, malheureusement, je ne peux pas aller, mais il y a une excellente formation, le N3S, qui peut vous aider à aller là-dessus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Amélie. Dis-moi si je n'étais pas à côté de la plaque. Oui, non, pas de souci, c'est très bien. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément l'action, il est possible de faire aussi de faire des actions rapides. Hein, voilà, oui. Vous pouvez définir vos actions rapides. Il y a des choses qui peuvent se paramétrer. Donc, on n'est pas là pour parler que d'Outlook. Donc, on va peut-être passer à d'autres aussi questions voilà, qui ne sont pas trop techniques, mais qui sont plutôt sur l'utilisation des outils justement au service du manager. Donc, on a beaucoup de remarques aussi
et on s'excuse pour l'utilisation de l'IAM. Il y a beaucoup de frustration aussi de personnes qui, en assurance maladie, effectivement, utilisent l'IAM. On peut pas répondre à tout le monde. Il est impossible de répondre à tout le monde. Mais voilà, il y a des petites astuces que Céline a données et qui peuvent vous permettre, selon vos outils, de s'approprier en fait ces petites astuces. Il y a pas mal de personnes aussi qui se posent la question de l'utilisation de l'agenda, notamment sur la partie privée. Est-ce qu'il est bien de mêler agenda privé, agenda pro? Moi, concrètement, je dis oui. Alors, quand je dis oui, c'est juste pour votre gestion à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que dans votre agenda professionnel, vous pouvez avoir des cadenas qui sont que pour vous. Rendez-vous chez le dentiste. Moi, si je vous montre mon agenda, excusez-moi, c'est aller chercher ma fille à 17h30 après le karaté parce que sinon je vais oublier. Penser au sandwich parce qu'elle a sorti à Grenoble au musée de je sais pas quoi. Moi, je mets tout. Ma charge mentale est dans mon agenda. Parce que mon agenda, c'est ce qui va me driver. Alors, bien sûr, je n'ai pas forcément envie que mon chef me voit acheter le sandwich pour Manon, sortie Grenoble, hein, soyons clairs. Mais moi, j'ai besoin de le savoir pour ne pas l'oublier et pas être mère indigne, par exemple. De la même manière, des prises de rendez-vous personnelles sont importantes. On a tous des besoins. Notamment, je pense par exemple aux personnes qui sont en monoparental. On sait qu'on a des semaines qui seront plus chargées que d'autres et d'autres semaines qui seront moins disponibles pour le travail. Et alors, c'est ma vie, c'est comme ça. Je peux faire des semaines où je vais bosser beaucoup plus longtemps parce que je serai disponible, mais j'ai des semaines où j'ai une contrainte où je dois récupérer mon gamin à 17h30 chez la nounou. Enfin, vous voyez, et ça, à un moment donné, ne pas le faire, c'est se mentir et se mettre en difficulté. Et si je devais vous donner une autre règle sur la gestion de vos mails, arrêtez de regarder vos mails juste au moment où vous allez éteindre l'ordinateur. C'est horrible de faire ça. Un mail que vous regardez, là, bien sûr, la première fois qu'on a tous quand on ferme, c'est qu'on regarde la messagerie. Et là, vous voyez, genre Thomas Fatome qui vous fait un message. C'est le stress, quoi. C'est merde, ce message, il est quoi? Donc, on lit, et là, il demande une note urgente. Si vous l'aviez vu le lendemain matin, vous auriez passé une très bonne soirée. Sauf que là, vous êtes en train de vous dire, bon, je me rassois, je vais appeler la nounou ou je vais me faire engueuler par mon conjoint parce que je suis pas à l'heure pour dîner, quoi. Enfin, vous voyez, ça, c'est aussi cette dynamique-là de discipline pour vous à avoir votre vie personnelle. Si elle n'est pas suffisamment équilibrée pour vous, vous ne pourrez pas être équilibré au travail. Donc oui, mettez tout ce que vous pouvez qui a un impact pour vous dans votre espace de gestion de votre temps. Après, si certains ne sont pas à l'aise avec ça, je peux le comprendre. Par contre, beaucoup ont des agendas personnels qui utilisent aussi de manière digitale, partagés avec leur conjoint, par exemple. Ça arrive, hein, moi je le vois souvent. Rien ne vous empêche, vous, de vous inviter, vous, dans votre gestion professionnelle, de vous inviter vous-même sur votre boîte mail. Par exemple, demain reste fonction 2, je m'invite sur mon Gmail. Ce qui veut dire que dans mon agenda Gmail, j'ai aussi bien mon pro que mon perso. Ce qui fait que quand je dois prendre rendez-vous, par exemple, c'est le médecin pour l'orthodontiste de ma fille, au moins j'ai tout dessus, quoi. Vous voyez, j'ai tout dessus. Parce que des fois, on oublie qu'on avait une rencontre avec l'établissement de santé Les Pervenches et qu'on a 1 heure de trajet parce qu'on a juste vu que c'était marqué qu'on était libre à 14h, quoi. Vous voyez, ça, je vous invite vraiment, ça évitera de vous mettre en difficulté. Voilà, je ne sais pas si ça peut apporter une réponse, mais c'est vraiment aidant. Ouais, je pense que c'est très important. On a beaucoup de remarques aussi de personnes qui nous disent qu'il manque, notamment une remarque qui a fait donc 34 likes. Nous manquons cruellement d'accompagnement concernant tous ces outils et nouvelles technologies auxquelles nous devons faire face. Cela entraîne bien souvent une assimilation en système D, hélas, et des mésusages de ces outils, exemple les usages mail actuels, qui est dévastateur et chronophage. Donc effectivement, voilà, il y a ce manque d'accompagnement aussi qui est visiblement un frein aussi aux équipes et aux managers. Alors après, il y a aussi, oui, ça c'est sûr, mais il y a aussi ce que moi j'ai pu identifier, très souvent, c'est une remarque qu'on peut nous faire, c'est très souvent vous avez des accompagnements sur les outils, mais d'un point de vue bureautique, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de l'outil, mais jamais avec la question de l'usage par rapport à ma pratique. Moi, je ne suis pas une spécialiste d'outils, je ne suis pas une formatrice bureautique, je suis une formatrice managériale. Par contre, à un moment donné, il a fallu comprendre comment l'outil fonctionne pour être au service de la performance et de l'efficacité managériale, quoi. Et ça, c'est plutôt cette question de quel est l'usage. Mais simplement, par exemple, sur la question Outlook, simplement ce que je vous ai dit, mais rien que ça peut sauver votre vie. Et pourtant, c'est 3 fonctionnalités. Enfin, vous voyez, et Outlook, il y en a beaucoup plus. J'ai vu, excusez-moi, la conversation par rapport à ça, parce que c'est une vraie question. Sur la question du task, sachez que Task ou Trello, par exemple, peut avoir des extensions dans Outlook, ce qui veut dire que toutes vos tâches que vous avez de tout
et partout peuvent être dans votre calendrier. Moi, tout est dans mon calendrier. C'est-à-dire que ma gestion de mon temps, que ce soit de la gestion équipe projet, que ce soit de la gestion équipe hiérarchique ou mes tâches personnelles, tout est dans Outlook. Donc, j'ai qu'un seul endroit où je vois tout. Parce que le fait de multiplier support, ça aussi, ça ne permet pas de bien gérer son temps. Ou alors de devoir recopier les choses. Donc, sachez que c'est tout à fait possible de pouvoir associer tout ça. Tout à fait. Et puis voilà, donc effectivement, on se rend compte quand même que voilà, l'usage des outils, c'est pas forcément évident et encore plus en équipe. L'accompagnement est hyper important. Il y a aussi l'organisation aussi qui est importante. Hein. Notamment, on a une personne qui nous parlait des règles, de politesse, de choses comme ça qui se font notamment au sein des groupes et on n'a pas les mêmes règles de politesse, les mêmes règles pour parler quand on envoie un mail que quand on écrit un Teams, que quand on fait ce genre de choses. Notamment, on a une personne aussi qui nous a expliqué que lui, il avait mis au sein de son équipe, il avait mis en place sur ses mails, dans l'objet du mail, il fallait écrire D si c'était je décide, enfin je dois donner une décision, moi, A pour agir. Voilà, exactement. Et ça, j'encourage ça, vous voyez, par exemple, pousser des mails. Excusez-moi, aujourd'hui c'est ridicule parce que vous recevez tellement de mails que pousser un mail, ça sauve personne, quoi. Par contre, pousser un mail en mettant pour action, oui, ça parle. Vous voyez, si c'est pour information, posez-vous la question, est-ce qu'il a vraiment besoin de le recevoir ou est-ce qu'il n'est pas déjà dans les de diffusion, quoi. Combien de fois, des fois, vous dégagez, excusez-moi, du mail alors que la personne est déjà en destinataire. Mais ça, c'est vraiment important de donner des indications. Moi, typiquement, vous voyez, en situation managériale, ce que je peux vous dire, comment je l'utilise. Moi, quand j'envoie un message à mes collaborateurs, quand je pousse un mail, ça m'arrive de pousser des mails, c'est plutôt des mails d'information qui ne nécessitent pas de leur part une réponse immédiate. Par contre, quand je leur envoie, je peux envoyer un mail en tâche. Alors, c'est un côté qui est un peu intrusif parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter la tâche. Donc ça, on a discuté ensemble. Mais du coup, ça a été quelque chose de très aidant pour eux parce qu'ils sont mis entre les messages que Céline m'envoie par mail, où finalement c'est de l'information, c'est plutôt pour ma culturation, ou c'est pour que je sois au courant, mais qui n'attend pas une réponse immédiate. Alors que quand j'envoie en tâche, c'est que j'attends une action de leur part. Alors peut-être pas forcément immédiate, mais du coup, ils ont un tri fait qu'on a décidé ensemble. Donc moi, je fais le tri par tâche, monsieur fait le tri par décision ou action, bah, ça marche. Trouvez la règle de tri dans votre espace de collaboration. C'est quelque chose qu'il faut décider, sinon c'est compliqué. Voilà. Moi, le rêve, c'est qu'il n'y ait plus de mail en copie. Le mail en copie, la maladie. Un mail en copie, vous voyez, par exemple, tous les mails en copie, pour moi, c'est une structure managériale qui n'est pas solide. Je mets en copie pour montrer à mon boss que j'ai fait le boulot. Mais la question, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est posez-vous la question, est-ce que mon reporting ou le reporting de l'action est suffisamment fait pour que j'ai autant de mails en copie? Vous voyez, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Oui, tout à fait. On va prendre une dernière question hein, pour finir à l'heure. Il était aussi question des réfractaires, des personnes qui, au sein d'une équipe, n'avaient pas forcément envie d'utiliser telle ou telle équipe, hein, qu'on parle de l'IAM ou qu'on parle de Teams ou tout autre outil. Et du coup, la personne disait, bah, écoutez, moi, du coup, vu que personne, enfin, la personne, j'étais obligée de doubler d'un mail à chaque fois parce qu'elle ne voulait pas utiliser mes outils, enfin, les outils qui étaient mis en place par mon organisation. Du coup, ben, j'ai fini par arrêter en fait de coupler d'un mail et de lui dire bah voilà, il est temps maintenant que tu passes à cet outil. Je ne te ferai plus de mail. Si tu veux avoir l'information, utilise le mail. Eh ben, j'aurais pas fait mieux. C'est-à-dire que c'est exactement ce que si vous voulez, à un moment donné, il faut arrêter un système qui dysfonctionne. On ne peut pas l'encourager. Donc, arrêtez d'envoyer des mails. Moi, avant que les collaboratifs disaient, j'ai dit de toute façon, si je ne veux plus recevoir de mails, je réponds au téléphone. Si je réponds plus au téléphone, je recevais des mails. Eh ben, si je veux plus transiter par mail, je ne parle que la personne n'a pas envie de se sentir isolée. Au bout d'un moment, elle ira forcément. Et puis, il faut compter sur le collectif. Donc oui, c'est une bonne pratique. Je crois qu'il faut. Alors, certains vont dire que c'est peut-être violent, mais à un moment donné, c'est aussi accompagner, expliquer, faire de la pédagogie. Et à un moment donné, c'est le passage à l'action. Par contre, ce qui peut être difficile, c'est que si la personne ne sait même pas aller sur Teams, enfin, vous voyez. Donc, s'assurer que la personne a au moins les aptitudes à aller sur l'outil, s'assurer qu'elle connaît les fonctionnalités pour faire ça. Mais si la personne, elle ne les connaît pas, elle n'ira pas. Donc, il y a une dimension quand même de… de toute façon, moi, je crois qu'aujourd'hui, sur l'accompagnement des équipes, il y a une dimension du manager qui, aujourd'hui, fait qu'il doit être, à un moment donné, celui qui va former sur les outils.
mais sur les outils, ce dont il a besoin, lui, pour manager. Donc, moi, je suis très frileuse quand je vois des gros accompagnements qu'il peut y avoir, parce que de toute façon, Office, par exemple, ou G Suite, parce que certains sont allés sur G Suite aussi, il y a énormément de webinaires, de formation et d'accompagnement. Mais on est encore sur des fonctionnalités, vous voyez. Et on n'est pas sur l'usage dans le sens de la pratique. Et si vous prenez l'angle de l'usage, même avec vos collaborateurs, et qu'ils en voient un gain, ils y arriveront. Regardez Excel, quand Excel est arrivé, les gens étaient calculatrices. Et ben, quand vous avez fait le travail pour aller passer à Excel, vous avez montré l'usage dans leur pratique, ce qu'ils allaient gagner en termes de temps et en termes de gains. Et ben là, c'est pareil pour les outils collaboratifs. C'est pareil. Mais moi, j'aurais fait exactement la même chose. En tout cas, c'est ce que je préconise quand on me pose la question. Bon, très bien, alors, donc cette personne a donc bien fait. Donc on va clôturer ce webinaire. Simplement, je vous informe que je vous mets également dans le chat qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition pour aller plus loin. Si ce webinaire ne vous a pas suffi, si vous voulez aller plus loin, nous organisons donc quatre formations plus ou moins longues, certaines formations courtes de 3 heures pour s'adapter voilà, à un rythme un peu rapide, mais qui va à l'essentiel. Des formations de 2 jours, une formation d'1 journée. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis toutes les petites informations donc sur le chat. Vous pouvez avoir accès à tout ça. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter parce qu'on organise en général 1 fois par mois un petit webinaire gratuit sur une thématique spécifique. Voilà, donc toutes ces informations sont bien évidemment disponibles sur le site de la formation continue de l'EN3S. En tout cas, moi, il me reste déjà à vous remercier tous pour la qualité de vos interactions, pour vous être répondus entre vous aussi sur les fonctionnalités Outlook notamment. J'ai trouvé une belle effervescence entre vous. On sent que vous êtes en demande voilà, et d'appui, etc. Donc, c'est super intéressant de voir tout ça. Je remercie énormément, bien sûr, Céline Michel, IFM et Fonction 2, donc, pour cette intervention. Donc, vous retrouverez Céline Michel et toute son équipe sur les 4 formations que je viens de vous proposer. On vous quitte, donc je suis désolée, avec 2 petites minutes de retard. C'est ma faute, pour le coup. Voilà, mais en tout cas, en tout cas, merci à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous allez recevoir le replay, le questionnaire de satisfaction et le support de présentation dans la foulée, dans la journée ou d'ici demain grand maximum. Voilà, merci à tous. Merci Céline. Au revoir, merci de votre attention. Merci beaucoup.